La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. En étant dans la société africaine, nous savons que dans beaucoup de cultures, cohabiter avec la belle famille vous apporte harmonie, paix, joie et pourquoi pas, pour la plupart du temps, cette belle famille vient ainsi vous aider à réussir votre vie de couple. Mais attention, toutes les sociétés ne se ressemblent pas. Et vous savez, culturellement parlant, qu'ailleurs, certaines personnes préfèrent avoir la belle famille dans son coin et les conjoints dans l'autre coin. Et voilà, tout le monde se porte bien. Alors, on se pose la question de savoir comment ça se passe lorsque le moment vient de faire des enfants. Parce qu'il y a ces belles mamans ou encore certains beaux-pères qui veulent bien côtoyer leurs petits-enfants, être là au quotidien, vérifier si tout va bien, si dans la maison tout se passe bien et pourquoi pas venir ainsi porter main forte aux nouveaux parents. Mais jusqu'à quand est-ce qu'un beau-père ou une belle-mère peut rester dans la maison justement des conjoints et qu'est-ce qu'on autorise et on n'autorise pas? Ça a été quand même le sujet du débat du mardi dernier que nous ramenons aujourd'hui justement parce que la deuxième partie se mérite d'être faite. Nous allons clôturer comme cela se doit ce débat et revenir sur les avantages mais également les inconvénients de la question de la cohabitation avec la belle famille et nous attendons sur le numéro affiché au bas d'écran vos avis pour pouvoir interagir avec nous. Et comme toujours, vous le savez très bien, ce plateau ne se fait pas qu'avec moi parce que vous aurez Madame Suzanne Adjeté, un parterre d'invités, mais également en début, vous savez que Miss Iga est celle qui a proposé le sujet, donc elle a fait un petit tour avec son micro pour avoir vos avis qui seront diffusés dans le micro-trottoir et elle-même, elle sera au plateau pour me dire pourquoi elle a choisi ce débat ou ce sujet-là. Et vous aurez également une Miss Ruth au plateau avec, pourquoi pas, Clotilde, Mister Sagat et tout le reste. Merci donc de nous retrouver dans le Mardi Débat. Installez-vous confortablement et nous démarrons tout de suite avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, vivre avec la belle famille, est-ce un privilège ou carrément une contrainte? À vous de me dire, mais ce que j'affectionne, ce que j'aime particulièrement avec nos chers amis téléspectateurs, c'est lorsque vous décidez de partager avec nous vos témoignages personnels. Un jour, j'ai reçu un message d'une jeune dame sur les réseaux sociaux qui me demandait, Océane, comment faire pour emmener son époux à prendre la décision finalement de les faire quitter la maison familiale pour leur cocon à eux-mêmes. Et ça, par contre, c'était assez délicat parce que cet homme a grandi dans le cocon familial, il a été avec papa, maman, les tantes, les oncles, il a été en famille bien entouré et il ne conçoit pas le fait de quitter donc cette belle petite chaleur pour aller prendre un logement, pour devoir payer des loyers, avoir des charges supplémentaires et surtout ne pas avoir la chaleur de ses parents, le regard de ses parents, les avis de ses parents sur absolument tout ce qu'il va décider. Qui se sent en fait privilégié par cette situation? Est-ce que c'est l'homme ou encore la femme qui se sent plutôt en danger, on va dire, parce qu'elle ne se sent pas forcément à l'aise. Elle n'a pas l'impression de piloter son propre navire et donc elle a besoin de liberté. Mais en parlant de cette liberté, est-ce qu'elle est positive ou négative? Merci donc de recevoir au plateau pour cette première partie et avec moi, Miss Ruth Dianou et Miss Iga qui vont monter en musique pour planter le décor pour vous. C'est parti les gars. La régie vous a permis, vous a permis de vous installer confortablement, les filles. Et donc, Miss Ruth Dianou, Miss Iga. Première question, on ne va pas faire dans le général, on va rester très précise, les filles, sur vos vies. Est-ce que tu serais partante
pour habiter avec ta belle famille? Non, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Tu as déjà été mariée jusqu'à tu étais dans la belle non, famille? bah, j'ai grandi dans la grande famille. Ok. Donc, pour moi, sans indexer les membres de ma famille, ce n'était pas une belle expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, il faut savoir que c'est la grande famille, hein. Il y avait les oncles, il y avait les tantes, les autres belles-filles. C'était une très grande famille et donc c'était pas vraiment, pour ne pas rentrer dans les détails, c'était pas vraiment vivable comme il se devait. Et pour nous qui étions des enfants, il n'y avait pas une belle harmonie. Ok. Il y avait des préférences. Ok. Il y avait des classes, Et des groupes. des groupes, les préférés, les riches et tout. Donc, nous, on ne se sentait pas forcément À l'aise dans à tout ça. l'aise dans tout ça parce qu'il y avait une certaine division. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein, en fait, parce que tu peux te retrouver avec ton époux dans votre petit jardin secret, enfin, petit jardin dans votre cocon familial. Mais entre vous deux également, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés. Par exemple, si tu introduis une nounou et que la nounou se sent bien avec madame ou que la nounou se sent bien avec monsieur, tu as aussi les mêmes problèmes d'une manière ou d'une autre. Tu vois, peut-être que la nounou n'a pas forcément la même gérance, on va dire, mais il y a difficulté partout. C'est pour t'emmener à ça, en fait. Donc, est-ce que c'est pas plutôt nous qui ne savons pas comment est-ce qu'il faut aborder la question du vivre ensemble? Peut-être vrai, je l'avoue, mais je me dis qu'il faille éviter certaines choses à des enfants parce que moi, je le dis parce que j'ai été traumatisée par certaines choses que je juge ne pas vouloir infliger à mes tes enfants. Je ne sais pas comment ça sera. Peut-être que ça sera merveilleux. Ce ne sera pas comme dans ma famille, mais pour éviter, Tu ne veux pas prendre de oui, risques. je ne veux pas prendre de risques. Alors, pour toi, c'est clair et net, non. Donc, tonton qui veut épouser Rudy, nous, tu as compris, si tu n'as pas les moyens d'avoir ton chez et que tu penses emmener notre fille dans la maison familiale, tu n'es pas le bon candidat à l'heure, là, la fille n'est pas pour toi. Alors, Missiga, vivre dans la belle famille, je sais que tu as une belle famille chaleureuse, agréable, souriante, cette belle famille qui prend soin de toi, tu as poussé les joues parce que tu es bien accueillie quand même là-bas. Est-ce que Bien tu sûr. serais à l'aise à aller vivre parmi eux? La belle famille, totalement. Totalement. Parce que moi, j'ai eu une enfance avec mes deux parents. On avait notre maison et c'était bien, c'était très bien. Mais dans le deuxième mariage de ma mère, on était dans une grande famille, les cousins, par alliance. Il y avait tout le monde. Et même s'il y avait des problèmes tout le temps, c'est quand même chaleureux ouais. d'avoir beaucoup de personnes vers qui aller lorsqu'on est dans des moments de galère, de souffrance. En tout cas, il y a toujours du monde à la maison. Et moi, j'aime beaucoup cela, avoir du monde à la maison. Parce que dans cette vie, on a quoi de plus à partager avec les autres si ce n'est que l'amour. Ce n'est que voilà. le moment qu'on a. Donc, moi, je me vois totalement vivre avec la belle famille. Lorsqu'il y a deux personnes qui sont ensemble, forcément qu'il y aura toujours des problèmes, des deux petites disputes et tout. Je pense que c'est à nous de savoir vivre en face de cette galère-là, de savoir comment... Faire avec, hein? Voilà, effectivement, faire avec, parce que, voilà, on est dans la vie, que tu fasses quelque chose, que tu ne le fasses pas, on va forcément parler de toi. Ça va forcément parler, bien sûr, mais attention quand même, parce que beaucoup de gens disent je préfère avoir ma petite liberté, je préfère que tout le monde soit chez lui, comme ça on évite des problèmes, on ne prend pas de risques, comme tu l'as dit. Mais au même moment, je suis d'accord avec toi quand tu parles de chaleur, de convivialité, il faut savoir vivre avec d'autres personnes. Et puis, comme on le dit, l'union fait la force. Donc, plus vous êtes ensemble, plus vous avez de force. Et moi, j'ai toujours regardé, tu vois, le modèle de la communauté musulmane. Ils sont tout le temps ensemble. C'est peut-être ça qui fait leur force. Est-ce que vous avez vu comment ils arrivent à Totalement. se soutenir? Effectivement. Ils sont tous des frères et sœurs. On ne dit pas que l'un appartient à telle famille, l'autre appartient à l'autre famille. Comment ils font pour réussir à Je vivre pense que ensemble? c'est déjà l'éducation de base. Ok. Je pense que c'est l'éducation de base parce que chez eux, ils se disent qu'on est une même chair. Qu'on est une même chair. Même en Christ, on le dit, mais je pense qu'on le lit juste, on le dit juste sur le bout des lèvres. des lèvres, mais on ne l'applique pas vraiment. Parce que si tu considères quelqu'un comme étant même personne, même chair que toi, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à cette personne. Tu vas réfléchir au bien commun avant de poser des actes. Et moi, c'est quelque chose que je loue vraiment chez les musulmans. Comme Igal a dit, il y a le bon côté de vivre en famille.
moi je le dis, j'ai de très bonnes relations avec certaines cousines, avec certains cousins. On s'aime beaucoup. Il y a ça, il y a cette convivialité-là. Tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu as grandi, tu vas aller chez eux, tu vas éviter peut-être certaines amitiés en étant avec ces personnes-là. Et c'est quelque chose de très bien que moi, je pense que c'est ce qu'on devrait normalement faire. Si on laissait de côté nos différends, nos égos, et on pensait à l'autre avant de le faire. Parce qu'on se dit tout le temps, je ne sais pas comment on appelle alokli en français. Alors, un truc de commensuration. Enfin, voilà, un truc du genre. Il faut que je demande au professeur. Il y a pas forcément ça chez les musulmans. Il n'y a pas forcément... tu n'en sais rien. Non, il n'y a pas forcément. Tu n'en sais rien. Il faut qu'on parce demande que tu sais, quand droit. on dit quand vous mangez dans le même plat, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, eux, ils ont l'habitude de manger dans le même plat. Tu n'en sais pas beaucoup. Qu'ils couchent avec... voilà, parce qu'il faut qu'il y ait cela, il faut... Oui, il faut pour éviter ces genres de choses. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont vraiment instauré ces genres de choses. Juste qu'ils ont beaucoup de valeurs de communauté. Les filles, ils ont des valeurs en surface. Comme le dirait quelqu'un, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il faudrait poser la question à un musulman. Il vous dira, il vous parlera des réalités chez les musulmans. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de facilité à... comment je vais dire, à redorer le blason, à protéger la communauté, à donner une certaine éducation. Je pense que les lois musulmanes également imposent beaucoup de choses qui peuvent venir protéger. Contrairement aux autres religions ou à la religion chrétienne où on laisse le libre arbitre à chacun. Parce que tu sais, Dieu est miséricordieux, bien sûr, mais... Voilà, il nous donne tout et puis il nous laisse choisir. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas forcément ça, tu vois. Mais ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité ou de choses dégradantes, en fait, dans la religion musulmane. D'ailleurs, on a un invité spécial pour en parler aujourd'hui. Voilà, nous avons un invité spécial. Il était avec nous le mardi passé. Nous avons débattu ensemble et nous l'apprécions beaucoup sur la pause, je vais dire. Donc, monsieur est un historien, c'est un journaliste, mais encore un islamologue. Donc, il s'agit de monsieur Diouf Alioune Mamadou. Ok. Voilà. Parfait. Oui. Parfait. Avec lui, nous allons débattre encore aujourd'hui. Surtout que nous parlons de religion. Non, on va approfondir, tu vas voir. Et puis, il y a maman Suzanne Adjeté qui va aussi venir équilibrer un peu. Quand on parle des chrétiens, mettez maman Suzanne là. Voilà. Donc là, au moins, on a les deux bords. Donc, on va pouvoir aborder le sujet avec beaucoup d'équilibre. En tout cas, merci une fois encore, les filles, de faire cette introduction avec moi, de planter le décor. Et j'espère que vous également, vous savez de quoi on parle. On parle bien sûr de la cohabitation avec la belle famille. Est-ce que c'est une chose positive ou alors est-ce que c'est clairement négatif? Vous nous direz ce que vous en pensez. Donc voilà, pour le thème vivre avec la belle famille, une richesse ou un obstacle dans l'éducation de l'enfant cette fois-ci, parce qu'on va s'appesantir sur l'éducation qu'on donne aux enfants. Et aussi pour planter le décor un peu mieux, vous savez que certains beaux-parents veulent s'approprier l'éducation des enfants et ça peut mettre à mal l'importance ou l'image que les parents ils ont d'eux-mêmes. Je veux former mon enfant ou apprendre à mon enfant à faire ceci ou cela et c'est pas son grand-père ou sa grand-mère qui dit je le veux pas, je sais pas bien, et donc finalement il y a plusieurs bouches qui viennent éduquer les enfants et l'enfant n'arrive plus à rien retenir. Ça peut devenir un véritable problème parce qu'au final on a plein de cas sociaux, on ne sait pas d'où ça vient. Merci encore de nous choisir sur la pause. Naturellement, vous êtes sur la chaîne nationale. Et nous allons partir avec... Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, non, on ne le fait pas monter tout de suite au plateau. Parce qu'on a le micro-trottoir. Oui, nous avons un micro-trottoir avec la tata chérie de mon quartier qui tout le temps veut passer dans la pause. Donc, avec elle, nous avons des images. C'est la régie avec nous. Non, oui. Ça dépend. Que au sein de non soit l'union les familles moi et quand nous soit famille moi tout seul. Je nous soit toi les familles amia. Nous quand je vais les gars toi. Wa wole be ya nya lo bi wa. Ba pla le no fo wa fo mieux. Et quoi benano yu la so que yo boa no famille la divine famille ami. Nka jwe la oda gbe na le fi.
Mate odagbe na devio. Mo ke no sugbora no fun egwan be ndolia. Et non matin blanc. Ndolia et tomate blanc parce que le vent yebe non roi couteau que la que. Devia ma odagbe no. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi et merci déjà pour les messages que nous recevons de vous. Comme je dis aujourd'hui, j'aurais été ravie que les téléspectateurs partagent avec moi leur expérience. Qu'est-ce qui vous a emmené à vivre avec la belle famille? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Est-ce que ça a été une expérience positive? Est-ce que vous y êtes encore? Comment ça se passe au quotidien? Et pourquoi ne pas juste donner aussi la parole à la belle famille de parler des belles filles et des beaux-fils, non? Parce qu'à chaque fois, on fait ça. C'est toujours la belle famille qui est attaquée, belle maman, beau papa. Mais les enfants, là, on en parle ou on n'en parle pas, justement? On en parle, non? Maman Suzanne, on va prendre le micro. Comment ça va ce matin, maman Suzanne? Bonjour. Bonjour aussi, je vais bien. Bien réveillée? Oui, très bien Radieuse, hein? réveillée. Vraiment radieuse aujourd'hui. Merci. Belle famille, maman Suzanne. Question piège. Belle famille a fait quoi? Maman Suzanne, je vais me lancer. Belle famille a fait quoi? Question piège. Je vais poser la même question à M. Diouf aussi. Est-ce que vous pensez être de beaux parents, de bons beaux-parents? En tout cas, A bien rapproché le micro. c'est les autres qui peuvent nous juger. OK. Étant des êtres humains, nous pouvons aussi faire des erreurs. Mais la plupart du temps, les belles filles, les beaux-fils ont une idée arrêtée sur les beaux-parents et ils aimeraient que nous soyons comme ceci ou comme cela. OK. J'ai entendu déjà une dame dire, si ma belle-mère ne fait pas attention, je vais l'éduquer. Ah ouais. Ah. Ah, Elle veut éduquer la belle-mère. Donc, Ça, c'est- oui, quand vous venez avec cette mentalité-là, ça va être difficile. Et puis, c'est vous qui êtes venu, vous risquez de repartir. Il y a le feu pasteur Adjaro qui a dit que si tu vas te marier quelque part et que ta belle-mère est toujours vivante, il faut prier qu'elle meure. Oh, Oui, mon mais c'est Dieu. ce qu'on dit chez nous. On dit l'enfant noir bébé son mounia dénan. N'est-ce pas? Quand la belle-mère est vivante, c'est pas facile d'épouser D'épouser fils. son enfant. Donc, toi qui viens épouser mon fils, tu pries pour que je meure. Non, enfin, c'est lui qui l'a dit. On ne dit pas que c'est ça pour tout le monde. Maman Suzanne. Mais ça se passe. Si c'est devenu un adage populaire, Oui. C'est parce que les belles C'est qu'il moments y a- aussi ne sont pas faciles à vivre, maman Suzanne. Surtout les belles moments qui n'ont qu'un seul garçon. Quand tu viens épouser leur fils, c'est fini pour toi. Elle va vouloir tout contrôler. Ce que tu fais à manger à son enfant, ce que son enfant a apporté. Tout ce qui ne réussit pas dans la vie de son fils, c'est toi qui es la cause. Tu es même Non. celle qui apporte la malchance. Ça, ce sont les belles moments. bon, C'est il pour peut, ça, hein. il peut y avoir des belles-mères qui pensent comme ça, mais toutes les belles-mères ne pensent pas de la même manière. Ok. En plus, ce que je viens de dire, toutes les belles filles aussi ne pensent pas de la même manière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On ne va pas généraliser. Quels sont vos rapports avec vos beaux-enfants, maman Suzanne? Vos beaux petits-enfants? Mes petits-enfants, Oui. mes petits-enfants, Vos oh, petits-enfants, c'est vrai. C'est vos petits-enfants. ça va très bien. Ça va très bien. J'ai 3 petites filles. OK. Elles m'appellent. Elles me laissent des audios. Dès qu'elles reviennent de l'école, bonjour mémé, comment s'est passée ta journée? On t'appelle pour voir comment tu t'es réveillée, comment tu as passé ta journée. Bon, ça va très bien entre nous. Et sur la base, enfin sur la question de l'éducation, à quelle échelle ou à quel degré vous intervenez dans l'éducation de vos petits-enfants? Bon, moi, je leur apprends la Bible. Hein. Je leur apprends la Bible, je leur apprends la prière. Donc, mes petites filles prient beaucoup et reçoivent beaucoup de révélations. Moi, je marche par la révélation et je n'aimerais pas mourir avec ce don-là sans le laisser à mes petites filles. Mais, oui, Donc, ça c'est sur le plan spirituel, mais parlons du plan humain, parlons socialement. Sur le plan humain, je ne suis pas mémé poule.
Je ne suis pas mémé poule. J'aime bien que mes petites filles soient bien habillées, qu'elles réussissent bien à l'école, mais je ne les laisse pas faire n'importe quoi. Elles ne font pas tout ce qu'elles veulent, quoi. Bon, chez moi, elles ont leur chambre. Ok. Mais vous savez que les enfants crient beaucoup. Mhm. Et moi, je reste toujours concentrée, j'étudie tout le temps, donc je n'aime pas qu'elles crient. Donc, bon, heureusement, la maison est vaste. Elles peuvent aller au salon, elles peuvent aller à la terrasse. Oui, la maison est très vaste. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de critiquer l'éducation que votre fils ou votre belle-fille donne à ses enfants? Oui, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Toujours bien rapproché. Oui, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Bon, je ne vais pas parler que de mes petites filles. Aujourd'hui, dans beaucoup de couples, quand on veut faire à manger, on demande la permission aux enfants. Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce que vous voulez manger? Et c'est ce que les enfants veulent manger qu'on prépare. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais en soi. Une fois, de temps en temps, on peut le faire. Mais on ne doit pas apprendre aux enfants à guider Les désirs des parents. Voilà. Bon, c'est votre avis que je respecte. Oui, ça c'est mon avis. Je respecte. Ça c'est mon avis. Nous respectons. Ça c'est mon avis. Nous respectons. Alors, Et quand c'est comme ça, Oui. il y a des jours où vous n'avez pas grand-chose. Ce que vous préparez lundi, moi je ne veux pas manger ça. Et il reste affamé parce qu'il n'aime pas le plat que vous avez fait. Ça, je ne supporte pas. Alors ça, c'est un exemple entre autres, parce que quand on parle d'éducation, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de considération. Mais nous avons M. Diouf également qui est là. Et depuis tout à l'heure, M. Diouf, déjà, je vous remercie d'avoir accepté de faire cette deuxième partie avec nous. C'est moi qui vous remercie. On parle de l'ingérence de la belle famille dans le couple. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre avis tranché de la dernière fois, avant maintenant que je ne tombe sur l'éducation des enfants. En fait, moi, j'ai dit que quand on parle de belle famille, comme elle vient de le dire, pourquoi on veut prendre la chose par le prisme qui est négatif? Il y a le prisme qui est positif. Mais de façon générale, comme elle l'a dit, il y a un préjugé qui s'est déjà installé. De sorte que quand on dit à une dame, on va vous épouser, vous allez chez la belle famille, bon, c'est la panique. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune raison. Tu n'es pas encore rentré dans la maison, tu n'es pas encore en conflit avec quelqu'un. Tu paniques pourquoi? En fait, moi c'est ça mon interrogation, parce que on est en train de faire en sorte que celle qui doit aller vivre avec son homme chez ses parents doit s'armer en se disant que je vais au combat. La belle maman qui reçoit, comme elle l'a dit, ah, celle-là, elle vient et elle souhaite ma mort. Mais elle va me trouver ici et elle va me laisser ici. Elle est préparée. Mais quand c'est dans cet état d'esprit que la belle-mère rencontre la belle-fille, mais il est tout à fait normal que dans ce foyer, il soit extrêmement difficile d'avoir la paix. Mais si on fait le contraire, on dit à la fille, tu quittes une famille, tu vas dans une autre famille qui devient ta famille. C'est pourquoi en islam, on parle de parenté par alliance. Quand j'épouse une femme, elle appartient certes à une famille, mais par le lien du mariage, elle intègre ma famille. Ce n'est pas une intruse. Non. Elle n'est pas une étrangère. Elle devient membre de ma famille. Raison pour laquelle, quand on va faire l'héritage à ma mort, elle a droit à l'héritage. Directement et automatiquement. Donc, ça montre qu'elle est bel et bien de la famille. Mais quand celle-là vient dans la famille de la sorte, quand la maman dit, ah, celle-là a laissé ses parents, elle est venue ici à cause de mon garçon, celle-là va être ma fille. Mais on peut vivre tranquillement. Puisque si la relation se fait en termes de je suis sa maman, elle est ma fille, vous allez voir que les données vont changer. Il y aura du respect. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Parce que j'ai des difficultés avec mon propre enfant. Il n'y a pas de belle famille dedans. Oui. C'est mon propre enfant. Il n'y a aucune intervention de belle famille et j'ai des problèmes avec lui. Donc, quand j'ai des problèmes au niveau de la belle famille, quand je le prends de la même sorte, je fais ce que je fais avec mon enfant
pour résoudre le problème. Ouais. Et vous allez voir qu'on peut vivre ensemble. Maintenant, il y a toujours ce qu'on appelle l'exception. Vous avez des gens difficiles à vivre. Ce n'est pas une affaire de belle famille, ce n'est pas une affaire de belle fille. Quand quelqu'un est difficile à vivre, dans la belle famille, c'est comme ça. Ailleurs également, c'est comme ça. Mais ne prenons pas cet exemple pour dire la belle famille, c'est ça. Comme moi, j'ai dit à chaque fois, la belle famille, c'est pour la belle vie. La belle famille, c'est pour la belle vie. Dit comme ça, c'est bien. Maintenant, allons sur... c'est même limite poétique. C'est une belle chanson. Mes prochaines paroles de chanson, la belle famille, c'est pour la belle vie. Gardez-moi ça. Alors, on va maintenant rester sur l'éducation. Donc, tout à l'heure, je demandais à maman Suzanne quels étaient ses rapports avec ses petits-enfants, jusqu'à quel degré elle peut s'ingérer dans l'éducation des enfants. Et je vais venir à vous, justement. Quel est le rôle des beaux-parents dans l'éducation des enfants? Dans la religion musulmane, le parent est le premier responsable de l'éducation de ses enfants. Quand on parle de la responsabilité de l'éducation, ça repose sur les épaules du père et les épaules de la mère. Le grand-parent, la religion ne lui a pas donné en tant que tel une responsabilité. Sa responsabilité, c'était d'éduquer le père, l'enfant de son petit-fils ou de sa petite-fille. Le vrai problème en matière d'éducation aujourd'hui, il est double. Le premier problème, je veux que mon petit-fils soit éduqué comme on m'a éduqué moi. Oui. C'est vrai, on peut lui transmettre les mêmes valeurs qu'on a eu à me transmettre parce que les valeurs ne vieillissent pas. Quand c'est une valeur, le temps ne change pas une valeur. Pour donner un exemple, la valeur, c'est comme un billet tout neuf de 10 000 francs qui sort de la banque. Pas plié ni quoi que ce soit. Si vous déposez par terre, vous piétinez, vous mettez de l'eau, si vous donnez à quelqu'un, il prend. Oui. Parce que ça reste toujours Un billet de 10 10 000. 000. C'est ça une valeur. Donc, ça peut être transmis. Mais il faut accepter que nos sociétés sont en train d'évoluer. Donc, quand je vais éduquer mon enfant, je ferai quelque chose que mes parents n'ont pas fait avec moi. Mes parents ont fait quelque chose avec moi, je ne le ferai pas avec mon enfant. Ça ne signifie pas que je ne respecte pas mon parent sur ce plan-là. Mais c'est parce que j'éduque mon enfant pour qu'il vive dans son monde, mais qui ne sera pas exactement le même que mon monde à moi-même. Et ça, on peut le discuter avec les parents en leur disant, mais non, je fais ça parce que... Je prends un exemple actuellement qui crée beaucoup de problèmes dans les familles. Le téléphone. Est-ce qu'on doit donner un téléphone à un enfant? Un enfant ou pas? Ouais. Mais, si vous allez voir, quand la grand-maman est comme la mienne, parce que j'étais le premier fils de ma grand-mère maternelle, j'étais tellement choyé que si elle était là dans un tel débat, elle va directement acheter et puis me donner. C'est sans méchanceté. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Oui, elle voit ça positivement. C'est sans méchanceté. Maintenant, il faut qu'on lui explique, attention, c'est bon, mais il y a un risque pour l'éducation de l'enfant. Il faut qu'on gère l'appareil. Mais quand vous venez lui dire non, ce n'est pas votre enfant, vous n'avez pas le droit de lui acheter un appareil sans pour autant demander mon avis, vous rentrez dans le conflictuel. Oui, directement. Vous rentrez dans le conflictuel. Je crois que c'est cette démarche-là qu'on doit revoir aujourd'hui en disant quand même de façon très claire que la première responsabilité de l'éducation d'un enfant, mais ça repose sur l'épaule de ses propres parents. On peut prendre conseil, on peut profiter de l'expérience de nos parents, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'éducation, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, celui qui est passé par le chemin, il sait où se trouvent les épines, il sait où se trouvent les trous. C'est bon de profiter de son expérience. Monsieur Diouf, j'ai vraiment apprécié les paroles que vous nous avez données sur la question de l'éducation. Mais au même moment, moi, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Dans la communauté musulmane, on vit ensemble. On est dans une même maison, on est plusieurs, il y a plusieurs foyers dans la maison. Tout le monde y est. On se retrouve ensemble. Alors, vous dites au même moment que l'éducation appartient aux parents directs d'un enfant. Mais l'enfant vit dans une communauté très, comment je vais dire, immédiate. Il y a tout le monde autour. Donc, s'il y a tout le monde autour, je peux avoir mon mot à dire sur quelque chose que l'enfant de mon frère peut avoir fait de pas bien. Maman peut avoir quelque chose à dire sur ce que l'enfant a eu à faire qui n'est pas bien. Et donc, finalement, l'enfant risque de se retrouver dans une éducation généralisée, une éducation où tout le monde peut avoir son mot à dire ou pas. Est-ce que ça ne peut pas agir plutôt sur
l'éducation que l'enfant reçoit? Non, pour moi, c'est ça qui est positif pour l'éducation de l'enfant. Bien sûr, à condition que les règles soient respectées. Parce que quand je dis que les parents sont les responsables de l'éducation de leur enfant, faudrait-il que ces parents aient été éduqués Eux-mêmes. au préalable? Parce que éduquer, ça signifie conduire. Ben, pour conduire une voiture, il faut avoir un permis de conduire. Sinon, tout le monde connaît la conséquence. Mais pour éduquer des enfants également, il faut avoir été éduqué. Sinon, on connaît également les conséquences. Mais si les parents ont été éduqués, les oncles ont été éduqués, quelle que soit la largesse de la famille, c'est les mêmes principes qui se vivent au niveau de la famille. Et ça s'approche de notre éducation traditionnelle africaine. Où quand je sortais de la maison, quand je rencontre la maman de quelqu'un, c'est ma maman. Comme on dit, je suis au village. Celui que je rencontre, c'est mon frère. C'est comme ça que l'islam fonctionne. Ce qui facilite la chose, c'est que c'est le même principe, aussi bien qui avait éduqué les parents, qui éduque les enfants, qui éduque les petits-enfants. De sorte que quand il y a un problème, quand l'oncle intervient, s'il reste dans le cadre religieux, ce qu'il dit, c'est la même chose que le papa de l'enfant aurait dit, c'est la même chose que le grand-père de l'enfant aurait dit. Ça fait que souvent, quand l'enfant fait une chose, la première personne peut lui dire ce n'est pas comme ça, ou bien ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Et ça ne posera pas de problème, puisque si l'enfant va chez une autre personne pour poser la même question, l'enfant recevra la même réponse. Maintenant, ça devient un problème si l'oncle dit une chose, la tante dit le contraire, le père vient, il dit à ces gens, ça ne vous regarde pas, c'est mon enfant. Mais en ce moment, cet enfant ne saura plus où se trouvent les repères. Et la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de lui montrer un exemple. C'est de lui présenter un repère. Et l'intérêt de la grande famille, c'est ça. Quand vous avez des repères, mais regardez, dans les grandes familles, les gens sont épanouis. Je ne parle pas de grande famille où il y a un lion comme moi qui est là, qui ne veut pas que personne parle, que personne bouge. Bon, ça, ce n'est pas l'esprit de la religion. Dans la religion, les enfants, c'est des dons de Dieu. Il faut les choyer, il faut les éduquer. Alors, ça veut dire que sur la question de l'éducation des enfants, c'est simple. Hein. D'ailleurs, vous l'avez dit, si les parents eux-mêmes ont reçu une bonne éducation, le problème ne se pose pas parce qu'ils ne font que de la transmission. Déjà, ça, c'est agréable. Quand un enfant est en communauté, de toute façon, tout le monde a reçu pratiquement la même bonne éducation. On saura quoi faire, comment réagir, comment dire à l'enfant que ce que tu as fait est bien ou pas, pour que ça ne crée pas de problème. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Là. On va encore parler de la cohabitation avec la belle famille. Aujourd'hui, vous savez très bien, on n'a plus trop les mêmes moyens. C'est-à-dire que quelqu'un vous dira, pour acheter un terrain, même si c'est un quart de l'eau quelque part vers Agoué, c'est 10 millions minimum. Je ne sais pas combien ça coûte, mais on sait le coût des terrains. C'est cher. Et malheureusement, tout le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'avoir les moyens d'acheter un terrain, d'aller construire une maison et d'installer sa famille. Certains ont la chance d'avoir des maisons familiales. Donc, on peut vivre à plusieurs sur le terrain familial. On peut même se permettre de faire un petit, je ne sais pas, une petite maison ou bien une petite chambre sur le terrain familial. Personne ne vous dira rien, on ne vous en veut pas et vous devez vivre ensemble. Quand on n'a pas la possibilité de sortir de la maison familiale, mais voilà, qu'on a grandi et qu'on doit se marier, on finit par prendre une femme, on a des enfants et on ramène tout ce beau monde-là chez soi. Comment on fait pour créer une bonne cohabitation avec la belle famille, Maman Suzanne? C'est difficile et c'est simple à la fois. Et c'est sur la base du respect. Il faut savoir respecter l'autre. Que la belle-fille respecte la belle-mère, qu'elle respecte la belle-famille et que la belle-famille la respecte aussi. Quand on dit que la belle-famille vous respecte aussi, c'est quoi la limite en fait? Parce que quelqu'un vous dira, si c'est elle qui est venue chez nous, elle doit se conformer à comment on fait les choses chez nous. Et puis au même moment, il ne faut pas oublier que quand vous prenez une belle-fille, quand vous prenez votre fils par exemple qui va se marier, et il choisit une femme qui vient avec son éducation. Et cette éducation peut être complètement à l'opposé de l'éducation que vous avez reçue, que vous avez transmise à votre fils. Donc, ça fait deux chocs de titans.
Vous avez votre éducation, votre manière de voir les choses, votre manière d'imposer les choses. Et le pire, vous êtes chez vous. Donc, c'est elle qui est la belle famille, qui vient avec son... Enfin, elle est la belle-fille, pardon, qui vient avec son éducation, qui va venir cohabiter avec vous et elle est sur votre territoire à vous. Quand c'est comme ça, la plupart du temps, pourquoi est-ce que les belles familles sont considérées comme étant difficiles, non vivables? C'est parce que la belle famille veut forcément imposer sa manière de voir les choses à la belle-fille qui ne se sent plus du tout en vie, qui ne se sent plus du tout à l'aise, qui cherche véritablement de l'oxygène pour survivre. Et le pire, c'est qu'elle peut être aussi abandonnée par son mari qui lui dit « C'est maintenant toi qui viens habiter chez nous, tu vas devoir respecter ce que mes parents te disent parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. » Et donc la belle-fille, finalement, elle n'a plus de mots à dire, elle n'a plus rien à dire, elle est obligée de supporter. Est-ce que dans une situation comme ça, la belle famille respecte cette belle-fille, maman Suzanne? La belle-fille, quand elle vient, elle est obligée de s'adapter à la famille dans laquelle elle vient. Sinon, ce sera un contre tous et tous contre un. Elle est obligée de s'adapter à certaines choses. Malgré qu'elle ait reçu une autre éducation, on est obligé de jeter son éducation pour adopter l'éducation de la belle famille, même si on pense que son éducation est la meilleure. Vous savez, on dit « no jiwa jiroko ». Quand on te met au monde, toi aussi, mets-toi au monde. Et il y a des situations que tu rencontres, tu dois être sage pour traverser ces situations-là en ne perdant pas tes acquis. Être sage, est-ce que ça veut dire être bête ou alors être bâillonnée, être soumise? Parce que... Non, ce n'est pas être bête, c'est être sage. C'est être sage. Petit à petit, vous verrez que les gens vont commencer à vous aimer pour ce que vous êtes. Il y en a qui ont été sages, maman Suzanne. Il y en a qui ont été sages, il y en a qui ont été calmes, il y en a qui ont été passives, mais n'ont jamais été appréciées. Il faut reconnaître que la belle famille peut avoir 10 millions de problèmes. Moi, je veux parler de la valeur que la belle-fille elle-même, elle porte avant de venir. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que oui, par exemple, chez les musulmans, le problème est réglé. Quand la belle famille, elle arrive, elle est accueillie, elle fait partie intégrante de la famille. Mais de l'autre côté, chez les chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, on voit que la chose n'est pas du tout pareille. Quand la belle-fille, elle arrive automatiquement, on voudrait qu'elle laisse absolument tout ce qu'elle a étudié, tout ce qu'elle a eu comme éducation. On voudrait qu'elle se conformise à l'éducation qu'on veut lui donner. Après, c'est comme si elle n'a jamais été éduquée. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'amour de part et d'autre. Je pense qu'il faut que la belle famille aime la belle-fille comme sa propre fille, ce que monsieur vient de dire. Et que la belle-fille aussi aime la belle famille. C'est pas qu'il n'y a pas de l'amour. Non, quelquefois, c'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de l'amour. On peut t'aimer puisque c'est nous-mêmes qui sommes allés t'épouser. C'est parce qu'on t'aime qu'on est allé t'épouser. C'est parce qu'on t'aime qu'on t'a accepté. Déjà, non, c'est un début d'amour. Oui, pas forcément. C'est un début d'amour. Pas forcément. Bon, t'accepter d'une manière ou d'une autre, ça peut être considéré comme de l'amour. Mais de toute façon, vous ne, en tant que chrétien, vous ne resterez pas dans la même famille, dans la belle famille pour toujours. Si, c'est un passage. Non. Il y a des hommes qui ne veulent pas. Il y a des hommes qui ne veulent pas quitter la maison familiale, maman. Bon, moi, je trouve que c'est pas bien. Ne plus jamais quitter la maison familiale, c'est pas bien. Votre papa bâtit sa maison, vous venez, et votre papa a ses enfants. Si tous les enfants de votre père s'installent dans la maison de votre père, et vous les enfants, vous faites vos enfants, tout le monde s'installe là-bas, ce sera pas possible à vivre. Non, c'est pour garder le patrimoine. Donc les hommes doivent penser à avoir leur propre maison. Mais si au début, ils n'ont pas les moyens et qu'ils veulent s'installer dans la belle famille, ils doivent respecter la belle famille. Maman Suzanne, question encore pour vous. Je reste avec vous parce que vous me donnez véritablement envie de poser certaines questions. On n'est pas obligé de quitter la maison familiale. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis l'héritière de bon, moi, si je me donne en exemple, c'est pas bon. En supposant que je suis un homme. OK? Et tu es l'héritier de ta mon famille. Père. Nous sommes 5 héritiers. Et mon père a pris le soin d'acheter un grand terrain, limite 5 lots collés, pour ces 5 héritiers. Et chacun de nous a une villa sur son lot collé. Ah, mais c'est facile, clôturer le vôtre.
Mais c'est facile. C'est papa Si vous qui a êtes cinq- construit. C'est papa qui a construit. Il n'a pas mis de clôture. Mais il vous, a, vous il- pouvez il a- mettre- il a vous, mis, vous il a pouvez mis en mettre. une mini-villa pour tout le monde, mais on risque d'avoir le même salon, bien un grand espace commun pour tous. Vous n'allez pas nous demander de partir de la maison que notre père nous a léguée simplement parce qu'on s'est mariés. Si votre père, a pris le soin d'acheter 5 lots et que vous êtes 5 enfants, vous devez pouvoir partager, il n'y a pas de problème. Le partage est fait, c'est la cohabitation le problème. C'est vous qui Bon, si disiez vous, tout à l'heure vous qu'il ne faut- pouvez pas cohabiter avec les autres, trouvez-vous une place. Oui, si c'est vous qui ne pouvez pas cohabiter avec les autres, c'est vous qui partez. Vous laissez les autres vivre. Soit, c'est ça, c'est quand on considère que c'est soi-même qui est le problème. Bref, on ne va pas se perdre. Je vais revenir encore sur la question du respect Il y a, de la il y a belle-fille. un problème maintenant, où la dame a fait 4 enfants à son mari. Ils vivent dans la maison familiale, avec une villa, comme tu viens de le dire. Le papa est décédé. Mais la belle-fille ne supporte pas la présence de sa belle-mère dans le salon. Denis Salon. Ah, ah. Mais c'est la maison de la dame. Son mari est décédé, lui a laissé sa maison. Comment toi, tu viens te marier, tu vis dans la maison de mon mari et tu ne me supportes pas dans le salon? Pourquoi est-ce qu'elle ne supporte pas? Parce que c'est trop facile de dire qu'on ne supporte pas et puis c'est fini. Comme on le dit, Ce nul sont n'est ces mots méchant. que moi je dis. Nul n'est méchant volontairement. Vous l'avez dit. il n'y a pas d'excuse. Quand on t'épouse, ta belle-mère devient ta mère. Donc vous êtes supposé bien vous entendre. À quel moment une belle-fille va vouloir, par exemple, exiger que la belle-mère sorte de la maison ou qu'elle ira dire qu'elle n'est pas à l'aise avec la présence de Non, la elle belle-mère? n'a pas dit que la belle-mère sorte de la maison. Elle veut dit qu'elle que n'est son pas à mari l'aise. sorte avec elle. Parce qu'elle ne supporte Donc, elle pas est partie. d'avoir la belle-mère à la maison. Mais posez-vous la question de savoir ce que la Elle est belle-mère aussi partie fait. avec ses enfants. Son En fait- monsieur est resté avec sa mère. En fait, c'est la maison de la dame. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Même si la dame, elle est méchante, la solution est qu'elle parte avec son mari et ça, c'est fait. Maintenant, tu ne peux pas imposer peut-être à ta belle-mère de ne pas venir dans le salon, de ne pas regarder la télévision. Moi, je pense que Non, c'est... je crois que le problème, c'est le problème, tout n'est pas dit sur cette situation-là. Mais bon, je lis mes messages tranquillement. Les témoignages, j'ai demandé, je reçois des témoignages. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Mon cas, c'était génial et c'est à cause du service que nous avons quitté la maison familiale. Mais je vous assure que cela fait déjà 9 ans. Mais mes parents réclament ma femme jusqu'à présent. En conclusion, ça dépend des éducations de tout un chacun. Bonne émission. À vous signer, Roméo, depuis Cara. Merci, beaucoup, Roméo. Roméo. Alors, mon avis sur ce sujet, nos parents nous disent souvent que quand la femme est enceinte, l'enfant appartient à elle seule. Mais dès que l'enfant est né, il appartient à tout le monde. L'enfant reçoit toujours l'éducation et l'amour de tout le monde sur son passage. Bien. Alors, je continue. Merci pour vos compliments. C'est très, très gentil. Et voilà. L'imam Aliou est trop sage, ce monsieur. Et c'est vrai en plus. C'est vous qui allez départager quand il y aura guerre tout à l'heure. Parce que ça vient, je sais que ça va venir. Alors, l'imam, il est très, très sage. Et bonjour à toute la communauté musulmane du monde entier. Toutes les Merci. communautés du monde entier. Sans oublier ma maman chérie, la maman de tous les enfants depuis Togblez. Signé Jordan Ayou. Merci beaucoup, Merci, Jordan. Alors, ici, nous avons un long développement. Franchement, Eric et You, il dit, c'est un sujet très intéressant. Souvent, quand un couple vit avec la belle famille, c'est surtout par manque de moyens. On est d'accord pour ça. Bon, par manque de moyens ou des fois, c'est l'héritier. Vous n'allez pas lui demander de quitter son héritage pour aller vivre ailleurs. Voilà. Alors, il dit, c'est surtout par manque de moyens. Ce n'est pas forcément un choix, mais une étape de la vie. Dans ce cas, il faut que le couple soit vraiment solide, surtout la femme, parce qu'on ne va pas se mentir, la belle famille aura presque toujours quelque chose à dire. Elle peut donner son avis sans vouloir... elle peut donner son avis, vouloir orienter certaines décisions, parfois même critiquer. Si le couple n'est pas uni, mature, ça peut vite créer des problèmes. Pour moi, le plus important, c'est que le couple reste soudé et sache poser des limites, même s'ils vivent sous le même toit que la famille. Merci beaucoup à vous. Merci également
à vous pour ce Merci, message. Erika. Par expérience, moi je parle toujours par expérience. Ce que j'ai reçu comme situation, même quand le sujet a été rendu public, c'est Océane, quelle que soit la belle-fille que tu es, quelle que soit la sagesse dont tu fais preuve, quel que soit le silence dont tu fais preuve, tu constitueras toujours un problème pour ta belle famille si tu vis avec ta belle famille. Parce qu'on a l'impression, surtout pour les belles-mères et les belles-sœurs, toi qui viens épouser leur fils, elles ont l'impression que tu es en concurrence directe avec elles. Elles vont vouloir critiquer comment tu as fait à manger à ton homme, comment tu te comportes toi-même dans la maison donc de leur fils, ce que tu as porté, à quelle heure tu te lèves le matin, comment tu as disposé et dressé la table, avec quels ingrédients tu as fait à manger à leurs frères et fils, à quelle heure tu as servi la nourriture à leurs enfants, comment tu dépenses l'argent de leur fils. Comment toi-même tu t'habilles. Est-ce que ce que tu as porté ne vient pas de la poche de leur enfant? En fait, tu peux être la meilleure des belles filles. Attends-toi à être critiquée à 100%. Maintenant, j'insiste dessus. Mon mari n'a pas les moyens de nous déménager, de nous déloger de là. Nous sommes obligés de côtoyer la belle famille. Sauf que ma belle-mère et ses sœurs, ou des fois même les frères de mon mari, ne sont pas des personnes qui savent rester dans leur coin et se mêler de leurs affaires. Comment je fais pour vivre dans ces conditions-là? C'est ça, en fait. Nous cherchons des solutions. Ce sont des personnes, même si j'ai ma porte fermée, qui viendraient taper à la porte pour que je puisse ouvrir. Ce sont des personnes qui aiment bien s'ingérer dans tout parce elles considèrent qu'elles ont le droit de parler. Si tu es ma belle-fille, que tu es dans ta chambre et que j'ai besoin de toi, quand je viens taper à ta porte pour pouvoir te parler, est-ce que je t'ai insulté? Et tu ne sais pas ce que je viens de dire. Vous avez dit j'ai besoin de toi. Non, je ne trouve pas que ce soit une faute de la part de la belle-mère de venir t'appeler. Non. Si tu es dedans. Maman Suzanne, jusque-là, vous n'avez rien fait de mauvais. Si vous venez taper à ma porte pour me dire pourquoi j'ai servi le déjeuner à mon mari à 13h au lieu de midi. Non. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Mais si vous venez me voir, exemple. que vous me demandez pourquoi je me suis réveillée à 5h du matin alors que je devrais me réveiller à 4h comme toute belle fille pour balayer la maison, là on a un problème. Si vous venez critiquer notre manière de vivre, nous, simplement parce qu'on vit sous vos yeux et que vous observez que notre manière de vivre est différente de votre manière de vivre, le problème se pose, oui ou non? Effectivement que le problème se pose. De toute façon, si la belle famille veut s'ingérer dans votre vie, elle n'ira pas te voir toi. Elle verra son fils. C'est faux. En fait, moi, j'ai une petite histoire. C'est que la belle-sœur, leur télé est gâtée et elle vient vers 21h comme ça parce qu'il y a Ibofim qui doit passer. Donc, elle est venue toquer à la porte que, me dit là quoi Ibofim le miagbo. Il sonnait 21h. Qu'est-ce que ma mère fait en ce moment, en fait? Elle lui a clairement dit, tu vas regarder cette télé, mais demain, il faut savoir qu'à 21h déjà, moi, je dors. Tu vas peut-être regarder une rediffusion, mais... Voilà, 21h, je dors déjà. Donc, je pense qu'il suffit juste d'avoir un peu de courtoisie, de savoir comment dire à la personne que je ne veux pas forcément que tu interfères dans mes affaires. Moi, je pense que le problème aujourd'hui de notre société, c'est que nous sommes dans un individualisme. Ouais. Et c'est depuis l'éducation, c'est depuis la base. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas, si on doit revenir à nos valeurs d'antan, ça va être grâce à à l'éducation que nous allons donner à nos enfants. Je parle de notre génération, bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous disons tous, oui, je suis dans mon coin, je fais tout pour moi, je fais tout pour moi. Alors que nous sommes des Africains. Et dans les valeurs africaines, le partage est primordial. Donc voilà. Ega, tu seras étonnée de savoir que il y aura une belle-sœur qui te dira que je viendrai regarder la télé dans le salon de mon frère quand je veux. Oui. Non, tu seras étonnée de voir, parce qu'elle va se dire, oh Déovae,
C'est moi, je suis chez moi. C'est mon frère qui paie l'électricité, c'est mon frère qui t'a épousé. Donc, si je dis que je viens regarder la télé, telle, C'est ma porte, tu ne non? me dis pas que Je la ferme. Oui, ces belles-sœurs vont te dire la même chose. Si tu es la belle-fille, Oui. que la belle-sœur vient chez toi à 21h pour regarder un film, Oui. et que tu dis c'est ma porte, je la ferme, Oui. tu viens de créer un problème. Oui. À quel moment c'est ta porte dans la Non, belle mais- famille? À quel moment À quel moment c'est ta porte dans la partir belle du C'est la Est-ce moment porte. où est-ce qu'on ne je peut me pas suis être mariée à sage leur dans frère. cette histoire? Oui. La belle-fille peut même par sagesse offrir un poste téléviseur à sa belle-mère. Ah, Galéa. maman Suzanne, à quel moment, ma... Non, en fait, petit vous poste êtes en train de téléviseur. dire des choses. Maman Suzanne, franchement, on va pas se leurrer. Nous sommes là la pour dire télévision la vit depuis vérité. l'aîné. Je continue de le dire. Moi, Monsieur Dieu, vous allez m'excuser, maman Suzanne, vous allez m'excuser, mais je considère que la belle famille est un véritable problème. Je suis d'accord. La belle famille est un véritable C'est de cette problème. même manière, tu seras un problème pour... Oui, non, mais c'est pas un problème. vous avez de beaux garçons. C'est pas un Tu sais, problème. Iga, il y a des belles filles qui sont rentrées dans des familles que la belle famille n'a pas vraiment accepté. Tu sais, avant, il y avait des familles qui disaient Nimdi bonnet des côtés à vieux. Je veux que tu te maries. Je ne veux pas que tu te maries Avec cette ethnie. avec cette ethnie. Je veux que tu te maries avec une fille de notre ethnie et tout. Mais le garçon va se dire non, moi je l'aime et tel. Donc de base, déjà, la belle famille voulait une belle fille qui est de leur même ethnie. Et quand toi tu viens dans la maison, tu n'as déjà rien fait. Tu as un très bon comportement, mais déjà tu es d'une autre ethnie. Tu es condamné, oui. Comment tu as déjà fait pour condamné. Tu peux- atterrir dans cette famille-là? Pourquoi la belle famille préfère d'habitude une fille de leur clan? C'est pour pouvoir La maîtriser. Ces choses-là, elle a la même pour la Mais éducation maintenant, qu'eux. qu'est-ce que vous faites de l'amour qu'un homme a pour une femme et qui les emmène à se marier? C'est vrai, tout à l'heure, quand tu l'as dit, j'ai entendu un mot condamné. Et j'aimerais revenir avec M. Diouf sur ce point. En supposant que la belle-fille ne soit pas de la religion musulmane, Oui. comment on fait avec elle dans la religion musulmane? Mais dans la religion musulmane, ça ne pose aucun problème. Parce que c'est pourquoi je parle de règles. Quand l'islam m'autorise à épouser une femme qui n'est pas musulmane, ça veut dire que la religion sait qu'elle n'est pas musulmane. Ça veut dire que quand je me lève pour aller à la mosquée pour prier, elle ne me suivra pas pour aller à la mosquée pour prier. Cela veut dire également que le dimanche, elle va se lever, aller à l'église pour prier. Mais on n'a pas l'impression que ce soit si facile, M. Diouf, Non. parce que... En fait, il faut toujours faire... Vous avez dit que la religion, il faut toujours faire la part des choses entre la règle et la pratique des gens. Dans la religion musulmane, j'ai épousé une femme qui n'est pas musulmane. À son décès, moi, je suis musulman. Je ne suis pas capable de l'enterrer comme sa religion le demande. La religion me dit qu'il faut payer des gens pour venir le faire comme sa religion. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est ma femme, on va l'enterrer comme une musulmane alors qu'elle n'a jamais été une musulmane. Donc, il n'y a pas de confusion dans la religion quand on est en face d'un mariage qui est un mariage mixte. La dame, elle est acceptée avec sa religion. Mais moi, je connais des... Maintenant- oui. Maintenant, il y a autre chose. Comme vous le dites avec les familles, il y a des familles où on te dit non, elle n'a qu'à se convertir d'abord, Voilà. tu la maries ensuite. Là, ce n'est pas une exigence de la religion. C'est une exigence des personnes. Et là, il faut faire la part des choses. Le mariage est autorisé avec une chrétienne, mais quand on dit c'est autorisé avec une chrétienne, c'est autorisé avec une chrétienne. Ce n'est pas conditionné avec le fait qu'après qu'elle se convertisse, Ça, c'est bon il n'y à a aucune savoir. relation. Ah, ça. Parce que sinon, ce n'est même plus la peine de parler de mariage mixte. Parce que s'il faut que je la marie d'abord et qu'elle se convertisse après, bon, finalement, c'est du pareil au même. Puisqu'elle ouais. finit par devenir musulmane, est-ce qu'on peut parler de mariage mixte quand je me retrouve avec une femme qui est musulmane? Donc, le mariage mixte est un mariage mixte. Et la législation musulmane est très claire là-dessus. Il n'y a aucune confusion. Maintenant, dans nos pratiques, ce que vous appelez belle famille, les mêmes préjugés qu'on a, belle famille, c'est les mêmes préjugés qu'on a en termes de religion qui fait que la cohabitation devient difficile. Mais ce que la religion dit est très clair là-dessus. C'est toi qui choisis d'aller épouser une femme qui est une chrétienne, ou bien comme elle l'a dit, c'est toi qui choisis d'aller épouser une femme qui appartient à un autre clan. Mais quand elle viendra,
Mais vous pouvez avoir des valeurs que vous ne partagez pas exactement sur un certain nombre de choses. Parce que dans un clan, telle chose peut être considérée comme formidable. Dans un autre clan, on considère que c'est bizarre. Mais ça se règle. Il suffit qu'on s'asseye, je lui dis, mais chez moi, ça, on ne le fait pas parce que. Il me dira, nous, chez nous, on le fait parce que. On doit se comprendre dans la différence. Parce qu'on peut se comprendre dans la différence. Ce n'est pas qu'on doit obligatoirement avoir le même point de vue à Avant tous de les niveaux s'entendre. pour pouvoir être ensemble. Ouais. Il y a des questions sur lesquelles on peut ne pas avoir le même point de vue et ça ne nous empêche pas de pouvoir vivre ensemble. Comme elle l'a dit, mais tu respectes la différence qu'il y a entre toi et l'autre. L'autre personne. Monsieur Quand c'est Aliou, respecté, on n'a pas trop de soucis. Monsieur Aliou, c'est beau. Franchement, si moi je devais épouser, je suis déjà un truc, mais si ça devait arriver, je viendrais chercher un mari dans votre famille parce que je sais que vous serez là pour me protéger. Pourquoi est-ce que je dis exactement? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu quand même des jeunes filles et présentement même j'ai mon filleul qui est amoureux d'une musulmane. Elle est musulmane, à 100% qu'elle est musulmane. Enfin, à 100% non, parce que son père est chrétien. Et pour que son père puisse épouser sa maman qui est musulmane, la famille a exigé que le monsieur se convertisse. C'est ce qui a été fait. Le monsieur a accepté de se convertir avant d'épouser cette jeune fille. Et pourquoi? Parce que la famille de la dame est nantie. Et le monsieur n'a pas les mêmes moyens. Mais comme il se sentait, enfin, il était amoureux et qu'il voulait absolument épouser cette femme, il a été obligé de se conformer à ce que la belle famille voulait. Il a accepté de se convertir. C'est que dans la religion, il faut faire très attention à cette question de conversion. Dans l'islam, la conversion est un acte volontaire, conscient. Si tu te convertis pour te marier, ce n'est pas de la conversion. Si tu te convertis à cause de l'argent de la famille que tu vas rejoindre, ce n'est pas de la conversion. C'est de l'hypocrisie. Parce que quand tu te convertis, tu ne te convertis ni pour moi, ni par rapport à moi. C'est pour ta relation avec Dieu. Ce n'est pas pour ta relation avec moi. Et c'est ça qui fait de toi un musulman. C'est ta relation avec Dieu qui fait de toi un musulman. Ce n'est pas ta relation avec l'humain. Avec moi. Donc là, c'est déjà quelque chose qu'il faut clarifier parce que souvent, même quand vous allez dans une mosquée où vous avez un imam qui comprend bien la religion, quand quelqu'un vient et la personne dit « je veux me convertir », il te pose des questions. Est-ce qu'on t'a obligé? Si tu dis oui, il ne va pas te convertir. Ah oui? Bon, ce n'est pas de la conversion. Il va te poser la question. Et c'est ça la religion. La personne doit adhérer librement, consciencieusement à la religion. L'imam va te dire, tu veux devenir musulman, voilà, il te fait un petit résumé de la religion. Est-ce que tu acceptes? Pour que les choses soient bien claires. Maintenant, pour le cas que vous évoquez, oui. La famille a raison, la religion musulmane n'accepte pas que la musulmane épouse quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est ça le texte. On peut faire la comparaison de façon très simple. Quand j'épouse une femme qui est chrétienne, moi, j'ai aucun souci avec Jésus. Je le considère comme un des meilleurs prophètes. Quand il est dans ma maison, il n'y a aucune contrainte que je puisse exercer sur lui. Quand moi, je donne ma fille à quelqu'un qui n'est pas musulman, il dit à ma fille, serre-moi de l'alcool. Il y aura un problème. Parce que chez nous, on ne boit pas, on ne sert pas, on ne transporte pas. Et dans l'islam, on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du Créateur. Wow. Vous créez un foyer où il y aura une tension permanente parce qu'il y aura des choses qu'un homme peut demander normalement à son épouse, mais celle-ci lui dira, je ne peux pas le faire parce que ma religion me l'interdit. Ne l'autorise pas. Alors, il y a une question pour vous ici. J'aimerais passer par cette opportunité pour poser une question à mon papa, l'imam. Est-ce qu'un jeune chrétien peut épouser une musulmane s'il aime cette fille et vivre un mariage heureux finalement? Je pense que ça rejoint... Oui, c'est ce que je viens de répondre. Oui. Parce qu'en fait, c'est pourquoi je disais dans l'islam, il y a des règles qui sont partagées. Si vous venez dans cette maison, mais ça sera des problèmes à ne pas finir. Il va vous dire, mais moi aujourd'hui, je veux manger du porc grillé. Il te dit, non, moi je ne cuisine pas le porc. Et quand elle le dit, elle a raison, sa religion ne lui permet pas de le faire. Mais
vous imaginez comment ça va être difficile dans ces conditions-là. Ouais. Ben, il ne faut pas envisager le difficile et puis après se plaindre pour Que dire ça que ne marche pas. c'est difficile. Ouais. En tout cas, je crois que c'est maintenant même que le débat va devenir intéressant parce que je reçois énormément de témoignages des téléspectateurs et on n'en a pas fini avec justement le mariage mixte. D'accord. Monsieur Diouf. Mais on va marquer juste une petite pause, on va à la plage publicitaire et au retour, on va retrouver Sagat qui va nous rejoindre sur le plateau parce qu'il a aussi beaucoup de choses à dire sur justement cette pression sociale qui agit psychologiquement sur les uns et les autres hein, dans le foyer et aussi sur les enfants. Donc, en image, plage pub. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Élever un enfant ne se fait pas toujours à deux. Dans certains foyers, la belle famille partage le quotidien et participe directement ou indirectement à son éducation. Cette proximité peut offrir un soutien précieux et une transmission de valeurs, mais elle peut aussi créer des interférences et des désaccords. Alors, vivre avec la belle famille est-il une richesse éducative ou un obstacle? Voici le débat du jour dans la pause. On parle toujours de la cohabitation avec la belle famille, avec une petite fenêtre ouverte sur l'éducation des enfants. Mais vous avez choisi l'élan que devrait prendre le débat et je vais rester avec vous parce que votre désir est un ordre. Alors, une personne dit par ici, bonjour à la pause déjà. Moi, c'est ma belle-mère qui prend l'argent de la cuisine quand je veux parler. Et donc, quand je veux parler, me plaindre, je suis devenue une belle-fille mauvaise. Donc, merci Océane pour ce débat. Et entre-temps, on a été rejoint par Mr. Sagat, notre psychologue maison, qui nous dira, lui, ce qu'il pense de la cohabitation avec la belle famille ou pas. Alors moi, je pense... Pardon? On peut parler de cette histoire-là. Non, on va revenir dessus tout de suite. D'accord, allons-y, maman Suzanne. Non, Allons-y. Sagat, je veux bien que tu vas saluer toute l'assistance avant qu'on ne continue. Alors, bien le bonjour à vous. C'est un plaisir. Merci, maman Suzanne. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. Et je vais pouvoir répondre à cette question pour enchérir à la pensée de maman Suzanne suite à cette question-là. Et par ricochet, répondre à la question de Océane. Moi, je pense pour ma part que par rapport à la génération dans laquelle nous sommes, vivre avec la belle famille n'est vraiment pas n'est pas chose facile, n'est pas une richesse par rapport à nos mœurs en fait. Donc il y a une autre manière de permettre aux enfants de pouvoir tirer profit de la grande famille. Vous pouvez organiser des fêtes, vous pouvez organiser des sorties, mais vous n'êtes pas forcément tenu de vivre dans le même toit. Il faut comprendre une chose, que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, maman Suzanne, est une société individualiste en fait. À l'époque, on pouvait retrouver, même quand vous n'êtes pas dans la belle famille, on pouvait retrouver dans une cour commune, vous partez au marché et vous demandez à votre voisine de pouvoir surveiller l'enfant. Mais posez-vous la question, combien de foyers aujourd'hui arrivent à le faire? Ça dénote juste que les choses ont changé et il faut faire avec le temps dans lequel nous sommes. Je pense même que c'est l'apôtre Paul qui disait il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. La société est en train d'impulser des règles. Nous devons apprendre à danser avec ces règles-là. Aujourd'hui,
Les jeunes veulent leur intimité. Ils veulent vivre leur temps, en fait. On ne peut pas les imposer. Mais à côté, la grande-mère veut passer du temps avec son petit-fils, sa petite-fille et tout. Donnez-lui la possibilité les week-ends d'aller chez mamie. Et ça lui permet également de pouvoir s'enquérir des valeurs familiales. Et ça permet à sa maman ou à ses parents de pouvoir lever le pied. De temps en temps, et voilà. avoir aussi une petite liberté pour se reposer, pourquoi pas. Ouais. Mais au même moment, on dit que tu vois, cette individualisation des choses finit par nous refroidir. On ne sait plus vivre ensemble, on ne sait plus rester ensemble. Et oui, c'est beau. On se dit on veut être libre aujourd'hui, la société a bien évolué, mais malheureusement, il faut voir aussi les conséquences de tout ça. Hein. Quand on parle de vivre pour soi, ne pas penser aux autres, on voit à quel point les choses sont devenues froides en circulation. On a l'impression d'être qu'avec des ennemis, tout le monde est dans son coin, personne ne veut tendre la main à l'autre. Ça n'a pas forcément de la positivité. C'est ça le problème que ça crée. C'est vrai, ça peut être un peu égoïste de se dire, oui, je veux penser à moi, je veux vivre pour moi, je gagne ma vie, je mange comme je veux, je fais ce que je veux. Dans ma maison, c'est ma maison, c'est chez moi. Ce qui se passe chez le voisin, je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas, c'est pas mon problème. Mais au même moment, regardez à quel point ça manque d'humanisme aujourd'hui. Oui. On ne sait plus vivre ensemble. On sait véritablement plus aider les gens. En circulation, si tu tombes, au lieu que les gens viennent t'aider, ils sortent le téléphone pour te filmer. Il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que c'est positif? C'est pas positif. On est d'accord que c'est pas positif. Pourquoi ne pas juste apprendre à revenir au modèle traditionnel où le vivre ensemble était la base. Manger dans le même plat. C'est pour ça que je continue de dire bravo justement à la communauté musulmane parce qu'ils arrivent à manger dans le même plat. Chez nous, on va dire pourquoi je vais manger dans le même plat que l'autre. Azel ici, c'est le minimum. Oui, non, c'est pas possible. D'abord, ils partagent absolument tout. Ils partagent le bien, ils partagent le mal. Chez nous, on ne partage rien du tout. On veut tout scinder. Et au final, en voulant tout scinder, on ne sait même plus quand est-ce que l'autre se porte mal. On ne va plus aider les gens. Les gens meurent dans leur chambre tout seuls parce que personne n'a demandé de nouvelles de l'autre pendant des années. Et on se dit qu'on est plus libre comme ça, alors qu'on n'est pas libre du tout comme ça. Je vais pouvoir rebondir à ce que tu viens de dire. Tu sais, moi, j'adore la communauté musulmane. En fait, mon parent... Et je suis plus proche des musulmans que des chrétiens. Mais il faut comprendre une chose, que pour pouvoir connaître les musulmans, tu dois vraiment être parmi eux. Tout n'est pas aussi rose que chez eux. Tout récemment, au Sénégal, il y a une femme dont la belle famille musulmane, elle est morte en fait. Dans la chambre. Dans la chambre. Je connais cette histoire. Tu connais cette histoire. Ouais. Donc c'est pour dire que les grabuges ne sont pas exclus en fait. Moi, je ne pense pas que le fait qu'une personne puisse sortir son téléphone montre que la personne, elle est individualiste. Ça sensibilise également. Parce qu'à côté, il y a des gens quand même qui sont en train de soutenir. On est d'accord. Mais oui, mais quelle est la proportion? Il y a des gens qui sont, il y a quand même des gens qui sont en train de soutenir. Hein. Quelle est la proportion? Pas toujours. La plupart du temps, vous voyez tout le monde avec son téléphone en train d'enregistrer. La personne est par terre là toute seule. Oui, elle peut mourir. Oui. Le temps qu'on met. C'est vrai que ce n'est pas ça le débat, mais on va revenir là-dessus. Okay. D'ailleurs, comment vous réagissez quand il y a un accident là? Je vais faire un débat ici. Maintenant, là, permettez quand même que je revienne sur le cas de la téléspectatrice. Elle dit que dans son foyer, parce qu'elle vit dans la belle famille, où vous dites que les belles mamans sont nos mamans. C'est la belle-mère qui vient encaisser l'argent de popote. C'est son foyer. Toi, tu es dans la maison de quelqu'un, c'est ton foyer. Ça, c'est pas bien. Même si j'habite dans la belle famille, ça reste mon foyer. Qu'est-ce qu'on appelle foyer? C'est mon mari et notre intimité. Vous êtes ensemble. Qui donne l'argent déjà? Moi, je vais poser cette question. C'est mon mari qui donne l'argent. C'est le mari. C'est ma belle-mère qui encaisse. Non, bon, là, le mari qui va donner l'argent de la popote à sa belle-mère, je trouve qu'il manque de respect envers sa femme. Et sa maman est dans la maison. Il donne l'argent de la popote à sa femme. Maintenant, il donne un peu d'argent à sa mère pour elle. Il n'y a pas de gel. Pourquoi ça n'a pas de gel? Maman Suzanne, parlons bien. Nous connaissons tous... comment je vais dire, c'est même pas l'importance, c'est même pas l'ampleur. L'influence, c'est le mot, des belles-mères dans la vie de leurs garçons. Oui. Hein? Ton mari va te mettre de côté à cause de sa mère. Maintenant, la mère doit être sage et dire à son fils que l'argent de la popote, tu le donnes à ta femme. C'est la maman qui demande. C'est la maman même qui demande. Moi, j'ai vécu cette situation. En même temps, il faut se poser la question, qui prépare à la maison?
Il y a aussi cette histoire-là. Maman Suzanne a parlé de sagesse. Maman Suzanne, la belle-mère, en demandant à son fils, je vais enlever mes chaussures dans peu de temps. Non, la belle-mère, en demandant à son fils de lui donner l'argent de la popote pour qu'elle puisse se gérer, pense être sage. Pense être en train de défendre les intérêts de son fils. C'est pour ça qu'elle fait ça. Elle se justifie ce qu'elle est en train de faire. Même si vous lui posez des questions, elle va vous donner des arguments qui peut-être dans son sens tiennent Moi, la j'ai route. déjà vécu cette histoire. Peut-être même que J'ai c'est pas déjà pour vécu gérer ça. les Attends. affaires de son fils. Et une fois, j'ai été obligée d'aller habiter avec mon fils et ma belle-fille. Quand ils se sont mariés, je leur avais donné une de mes maisons qu'ils ont habité pendant déjà 12 ans en ce moment-là. Mais moi, j'ai été obligée de retourner là-bas. Pourquoi? Non, je ne peux pas tout dire. Ah, maman Suzanne a besoin de savoir pour savoir Non, si vous c'est avez mon bien intimité. fait. Ah, yeah, c'est vous qui J'ai avez été donné. obligée de retourner dans la maison. Je ne suis pas restée dans la même chambre avec eux. Je suis restée dans ma chambre. Eux, ils ont toujours gardé leur chambre. Après, mon fils a voulu déménager, partir de ma maison. J'ai dit, oh, merci, je vais reprendre ma maison. Et puis, il est parti prendre une maison, mais il a voulu que j'aille là-bas avec eux. Il y avait une chambre, c'était une grande villa, il y avait une chambre pour tout le monde, c'est un grand salon. Personne ne pouvait aller chez l'autre sans la permission de l'autre. Mais mon fils donnait l'argent de la popote à sa femme. Et il me donnait de l'argent pour moi. Maman Suzanne. Maintenant, quand ma belle-fille fait un repas, ma belle-fille est une bonne cuisinière. Quand elle fait un repas et que je sens la bonne odeur, je lui crie. Elle dit, maman, elle m'appelle maman. Elle dit, maman, je dis, je vais manger ton repas. Elle me sert. Il y a des jours, je lui donne de l'argent. Je ne faisais pas de cuisine dans leur maison. Je n'entrais pas dans la cuisine chez eux. Je lui donne l'argent que je veux manger ça. Tu peux me faire ça? Elle me le faisait. Donc, je n'empiétais pas sur leur intimité. Je parlais de ce qu'ils venaient eux-mêmes me dire. Je n'allais pas plus loin. Non, je posais la question parce que, comme vous me dites que votre fils a choisi que vous alliez habiter avec eux. Et ça m'emmène encore à demander quelle est la place de la belle-fille. Est-ce que la belle-fille a eu son mot à dire ou elle a dû accepter et subir que son mari lui impose la présence de sa maman? C'est ça la question, en fait. Non, elle n'a pas accepté au début. Au début, elle n'a pas accepté. Mais après, elle est venue me voir, elle a dit que, bon, maman, on a toujours vécu ensemble, on y va ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a accepté du fond du cœur, mais elle a dû faire avec parce que, en refusant, peut-être qu'elle aura un problème avec son fils, qui est le préféré de sa mère. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait que ta belle-mère soit à côté? Maman Suzanne, ça, on va poser la question à votre belle-fille. Là, je ne peux pas répondre. Non, c'est à elle de nous dire... je veux te poser cette question à toi. Ah non, moi, je n'ai pas de problème avec ma belle-famille. Non, mais quand j'étais là-bas, aussi, elle avait dit qu'elle avait des problèmes avec la belle famille. Non, je n'ai pas dit que j'avais des problèmes avec ma belle-famille. Je me donnais un exemple pour pouvoir illustrer des cas. Vous ne pouvez pas me chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais je me mets dans la peau de toutes ces belles filles qui crient à l'aide présentement. Parce que sur le téléphone, la majorité des messages, c'est que des messages des filles qui crient à l'aide. Mais il faut savoir qu'en se mariant, il peut avoir... au cours de votre vie maritale, des problèmes qui font que vous serez obligé de recevoir belle-maman peut-être à la maison et peut-être belle-sœur à la maison pour un temps. Et pourquoi les beaux-parents ne créent pas autant de problèmes que les belles-mères et les belles-sœurs? Et les beaux-papas, voilà. Pourquoi le beau-père, c'est le plus gentil, le plus sympa, le plus... Quand on te dit que ton beau-père vient te visiter, tu es contente, tu es heureuse. Ce sont les chéris des belles filles. Hein? Pourquoi quand on dit que la belle-mère va venir, tu as des soucis? C'est parce que la belle-mère connaît les manipulations des femmes. Il n'y a pas de manipulation. Tu ne veux pas qu'on dise à ton avoir? mari, et fais attention, ici, là, il y a un problème. Maman Suzanne, c'est bien ce que vous venez de dire. À quel moment vous venez dire à votre fils de faire attention au comportement de sa femme, alors que cet homme a bel et bien vu cette femme, ils se sont étudiés, il l'a aimée comme ça, il l'a épousée. Ça veut dire que c'est vous qui mettez votre... L'amour ne suffit pas. Hein. Ah, maman Suzanne. L'amour ne suffit pas. Si l'amour suffisait, nous serions tous dans nos foyers aujourd'hui.
L'amour seul ne suffit pas pour faire le mariage. Moi, je Vous pense n'avez que pas c'est- besoin de Il y a faire aussi ça. le comportement, il y a le caractère. Maman Suzanne, c'est grave. Venir dire, par exemple, à son enfant, fais attention, ta femme, si ça veut dire que c'est vous qui êtes pas en train normal. de détourner l'attention de, De cet cette enfant, même manière, de l'amour de son... de cette qu'il même a pour manière, sa la femme. belle-mère peut dire à la belle-fille, fais attention à la façon dont je vois ton mari. Oh, marcher. combien de belles-mères font ça, maman Suzanne? Honnêtement, je pense qu'il y Combien de belles-mères a une font ça? jalousie une jalousie ou bien une Une concurrence, rivalité entre les qui ne belles-mères dit et pas les son nom. belles-filles. Parce que N'est-ce pas, belle-mère, monsieur Diouf? Mais il ne doit pas y avoir de rivalité. Normalement, non. Mais ce En sont fait, elles. c'est pas des co-épouses. Ce n'est pas possible. Je suis Moi, au ma maman, tribunal. c'est ma maman. J'ai avec elle une relation, un respect filial, c'est l'ascendance, il y a plein de choses. Mon épouse, c'est mon épouse. J'ai avec elle des relations que je n'ai pas avec ma maman. C'est clair. Hein? Ah non, c'est très clair. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. C'est des règles qu'il faut tout simplement préciser. Parce que quand les règles sont précisées, ma maman ne va pas s'offusquer parce que j'ai fait quelque chose pour ma femme. Mais de la même manière, ma femme ne va pas s'offusquer parce que j'ai fait quelque chose pour ma mère. Mais quand on crée cette rivalité, ça devient un problème. Nous, dans notre culture, c'est ta maman qui va se dire, mais tu n'as pas fait assez pour elle. Quand elle se rend compte que les moyens ne suffisent pas, elle prend ses moyens, ajoutés dans tes moyens, parce qu'elle veut que cette femme venue d'une famille qui n'est pas ta famille puisse vivre En dans paix. les meilleures conditions. Ouais. Oui, si elle n'est pas heureuse, ton fils ne sera pas heureux. Voilà. Mais c'est pourquoi j'ai dit, ici, on est dans une logique de ensemble. Mais quand on prend la logique individuelle, surtout quand elle est particulièrement matérielle, mais ça va créer un problème. Puisque ma maman va dire, mais je l'ai éduqué, il a grandi devant moi, j'ai participé à sa scolarisation, c'est moi-même, j'ai appelé quelqu'un pour qu'il trouve un emploi. Il m'appartient. Mais voilà, quand vous suivez cette logique, vous voyez là où ça aboutit. Si la femme vient dire c'est la même chose, c'est mon mari, mais... et puis regardez dans quoi on s'affronte. C'est dans ce qu'il y a de moins insignifiant, c'est-à-dire le matériel. Ouais. Ce n'est pas sur des valeurs. Ce n'est pas sur quelque chose qu'on partage qui peut servir à tout le monde. Mais il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Elle parlait tout à l'heure de l'absence de l'humanité, mais en fait, c'est cette absence d'humanité qui crée ces conflits qui ne finissent pas. C'est des conflits d'intérêts. C'est des conflits d'intérêts, alors que quand on vit ensemble, même famille, belle famille, un quartier, un pays, il y a des lois, il y a des règles, il y a des contraintes. Personne ne peut y échapper. Sauf si tu vas t'isoler dans une montagne, seul, et là-bas même il risque d'y avoir des contraintes, parce qu'il y a quand il y a un lion quelque part, tu ne passeras pas par là-bas. Donc il faut qu'on accepte que vivre ensemble demande un sacrifice de la part de chacun. Mais ça demande également des règles. Et quand je dis règles, je parle de justice. Je parle d'équité. Ouais. Je ne dis pas des règles où on dit, bon, c'est la femme qui fait le même. Ça va. Il faut qu'on est-ce qu'on peut avoir une bouteille d'eau pour monsieur Le Diouf carême, le carême, Ah oui, si. Ah non. Bon, je vous laisse le temps de retrouver votre esprit. Et moi, je vais lire quelques messages. Alors, la belle-mère gère l'argent de la popote puisqu'elle a remarqué que sa bru avait des insuffisances. Ce que moi, je ne considère pas normal. Parce que quand tu épouses une femme, vous êtes à deux. Cette femme, elle a reçu une éducation. Sa maman lui a appris à gérer un foyer, à gérer la popote. Elle a été éduquée pour être la bonne femme. Justement, c'est parce qu'elle est une bonne femme que tu as décidé de l'épouser. Quand elle arrive avec sa manière de concevoir son foyer, donnez-lui la chance de pouvoir vous montrer le bien fondé de ce qu'elle a comme stratégie. Mais il ne faut pas, dès qu'elle commence à appliquer sa stratégie, dès qu'elle commence à instaurer ses propres règles, qu'on vienne lui dire, ou qu'on vienne dire à son mari, fais attention à ta femme, hein, parce que ce qu'elle est en train de faire là, je ne crois pas que ça va donner quelque chose de bon devant. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça veut dire que clairement, et comme je dis, ce sont les belles-mères ou les belles-sœurs qui réagissent comme ça, on a véritablement le problème de rivalité qui existe toujours, même quand on se dit que ça ne devrait pas être normal. Monsieur Diouf, je suis désolée, aujourd'hui, les gens ils ne veulent pas baisser la garde. Personne ne veut faire des efforts. Tout le monde est véritablement en train de tirer le drap vers lui.
Et c'est pour ça qu'une belle-mère viendra dire à son enfant, oui, la femme qu'on est allé épouser pour toi, elle a des manquements à tel niveau, je vais revenir pour l'éduquer pour toi. Alors que c'est une vraie frustration parce que imaginez que la mère du garçon vienne s'installer pour éduquer la belle-fille. Et c'est ça. Si la mère de la fille aussi voit que le garçon aussi est mal éduqué, elle aussi elle prend sa valise et qu'elle vient s'installer, ça va devenir quoi dans la maison? Pourquoi les belles-mères des filles, elles sont plus à même à laisser leurs filles partir dans le foyer sans tout le temps venir mettre leur bouche dans ce qui se passe? Si elles doivent venir parler, c'est pour dire à leur fille, fais ceci pour ton fils, pour ton mari, sois une bonne fille, une bonne femme pour ton mari. Est-ce que tu as préparé à temps pour ton mari, ainsi de suite. Ça, ce sont les mamans des filles. Les mamans des garçons, ta femme, elle marche d'une manière 2 jours là, hein? Elle a porté Tigan, ça c'est ton argent, ça c'est l'argent de mon fils. Ta femme veut une voiture. Est-ce que la femme n'a pas le droit d'utiliser l'argent de son mari? C'est son droit. Et pourquoi ça dérange alors les belles-mères? Maman Suzanne, je ne parle pas de vous, hein, je parle des belles-mères en général. Les mamans des garçons, on est d'accord, le problème ne se pose pas avec les mamans des filles, ça se pose avec les mamans des garçons. On ne va pas se leurrer, on ne va pas faire semblant. Tu sais, c'est les mêmes mamans. C'est la même maman qui a une fille, c'est la même maman qui a un garçon. Moi, je dis et je le répète que le problème, c'est parce que les mamans ont toujours une place importante dans la vie de leurs garçons. Et quand ils voient une belle fille, quand elles voient plutôt une belle fille venir, elles sentent leur place menacée. Elles se disent, avant mon fils, c'est moi qui lui donnais tel conseil, mon fils se confiait à moi, mon fils tel. Maintenant qu'il y a une belle fille... Pas toutes les mamans. Oui, maintenant qu'il y a une belle fille, ils se disent, non, est-ce qu'elle a reçu les mêmes éducations que j'ai données à mon fils? C'est quelle éducation elle va venir donner à mes petits-enfants? Non, je dois mettre mes yeux là-bas, je dois faire ci, je dois faire ça. Elles se sentent souvent, moi je pense, elles se sentent souvent très menacées de voir que leur place dans la vie de leur enfant va être remplacée par une autre femme. Donc, je pense que c'est entre femmes, on se comprend. C'est comme si... Entre femmes, on ne se comprend pas, ma fille. Entre femmes, on ne se comprend pas. Dans tous les cas, la belle-fille ne peut pas remplacer la maman de... Maman Suzanne, quand vous dites la belle-fille ne peut pas remplacer la maman, j'ai un problème. Moi, je préfère qu'on dise, dans tous les cas, la belle-mère ne peut jamais épouser son propre enfant. Allons dans ça là. Moi, je réponds à ce qu'elle vient de dire. La belle-mère ne peut jamais épouser son propre enfant. Forcément, il faut que le jeune homme aille prendre une femme dont il va tomber amoureux pour que les deux puissent venir constituer et composer leur foyer. J'insiste dessus, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la belle-mère, elle veut tellement toujours avoir son fils sous la main. Elle contrôle d'une manière ou d'une autre son enfant qu'elle devient toxique et nuisible pour la belle-fille. Et je vais aller plus loin. Vous allez m'excuser de ce que je vais dire. Mais les belles-mères qui ont l'habitude de contrôler les foyers de leurs fils, leurs garçons, ont elles-mêmes des problèmes d'amour avec leur mari. C'est-à-dire les papas des enfants là. Sinon, si tu manges elles sont mal aimées comme ça. Donc, elles viennent transplanter l'amour qu'elles auraient souhaité avoir de l'homme de leur vie, qu'elles ont fini par avoir chez le petit garçon innocent. Mais on n'a pas l'impression. L'amour que vous recevez de vos enfants, des garçons, ça devient un palliatif. En fait, vous utilisez ça pour combler un trou. Je pense qu'elles se projettent dans le couple de leur fils parce que peut-être ce qu'elles n'ont pas pu avoir dans leur couple, elles veulent forcément avoir ça dans le foyer de leur fils et trouver une belle fille qui leur ressemble. Moi, je pense que c'est ça parce qu'elle se dit, comme je n'ai pas réussi dans mon couple comme ça, j'aimerais que la fille que mon fils va épouser, comme je peux peut-être dicter les choses à mon fils, la fille va faire comme j'aurais aimé qu'il soit dans mon couple. Je me dis que c'est assez absurde.
Ah, mais aussi, on va vous changer de micro. Ça dépend Voilà, on de va vous l'éducation changer que le fils a eu de sa maman. Il y a des mamans qui, déjà, le bas âge, inculquent à leurs enfants que c'est moi ta maman, je suis le centre de ta vie, tout ce que tu dois faire dans ta vie, je dois avoir un mot à dire dans tout ce que tu fais. Vous serez étonnés de voir qu'il y a des garçons qui ont des problèmes dans leur vie, mais qui vont chez leur maman pour leur parler de ça. Et la belle-fille apprend après que telle chose ont été conseillées à mon mari par sa maman. Et ça puisse, maman, si ça c'est la vérité. Il y a ces garçons aujourd'hui qui ne savent pas discuter des choses importantes de leur foyer avec leur femme. Tu as épousé une femme. Elle est en face de toi. Vous avez des problèmes. Vous êtes deux concernés. Mais ce jeune homme, ce monsieur préfère sortir. Il ne va pas parler avec sa femme. Il va quitter la maison. Il va prendre la clé de la voiture, de sa moto. Il est là même à pied. Pour retrouver sa maman, il va tout raconter à sa maman là-bas. Le pire, au lieu que la maman dise « Retourne chez ta femme pour que vous discutiez », elle va l'accueillir, lui faire son plus beau plat, ce qu'il aime manger. J'ai l'impression même que les belles-mères deviennent très sadiques. Elles se réjouissent quand leurs belles-filles ont des problèmes avec leurs fils parce que ça permet aux garçons de revenir à la maison et leur consacrer un peu de temps. C'est nuisible. Donc elle est là, elle va le cajoler, elle va le chérir, elle va lui dresser le lit, elle va dire, tu peux même rester dormir ici, si la maison est chaude là-bas, reste dormir mon fils. Après tout, là, elle te fatigue. Et finalement, la belle-mère qui est supposée concilier, elle devient celle qui vient diviser. Elle met tout en place pour éloigner son fils de cette femme-là. Et des fois, c'est même inconscient. Elle ne se rend pas compte qu'elle le fait. Et ça, c'est le caractère d'appropriation du garçon qui emmène les belles-mères à faire ça. Et je trouve ça très toxique pour les belles-filles. Elles souffrent là dehors, les belles-filles. Moi, je vais bien dans ma belle-famille. Océane, Oui, monsieur Diouf. Ma voisine a dit quelque chose d'important. Celle qu'on appelle belle-mère, elle a une fille. Elle a un garçon. Est-ce que sa façon d'intervenir dans la famille, dans le foyer de son garçon, est-ce qu'elle voudrait que quand sa fille va aller chez sa belle-mère, elle aussi, que la belle-mère intervienne de la même façon? En fait, à un moment donné, elle ne pense même plus à ça. Mais en fait, c'est pourquoi il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Pourquoi quand c'est mon garçon, je veux tout imposer dans la maison? Alors que le garçon crée sa propre famille. Il faut qu'on l'accepte. Il fonde un foyer qui vient s'ajouter à l'autre foyer. C'est pourquoi on parle de grande famille. Mais il crée un foyer où c'est lui le responsable du foyer. Mais il faut que sa maman accepte pas seulement qu'il a grandi, mais qu'il est devenu responsable, parce que ce n'est plus une affaire de grandir. Il porte une responsabilité. La maman peut conseiller, et quand on parle de la maman pour conseiller, on s'attend de la maman le meilleur des conseils. Mais quand la maman est dans l'esprit de concurrence, bien sûr, elle peut vouloir dégager la fille, elle veut vouloir amener une autre fille, mais ça pose un autre problème. Mais cette maman n'a qu'à s'interroger. Elle a des filles, elle a des garçons. Est-ce qu'elle a le même comportement dans le foyer de sa fille que dans le foyer de son garçon? Et est-ce qu'elle veut que la même chose se produise quand c'est son propre enfant qui est dans la même situation? Si on s'interroge, on parvient à trouver des solutions à un certain nombre de choses. Là, elles deviennent égoïstes. Là, elles deviennent très égoïstes. En fait, une femme, elle peut avoir 2 enfants, une fille et un garçon. Ce que sa fille vit dans sa belle famille, elle peut ne pas s'en soucier, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les mamans ont un rapport très particulier avec leur fils. Et de l'autre côté, les papas ont un rapport très particulier avec leur fille. Ça doit être quelque chose de génétique, je ne sais pas. La belle-mère peut ne pas se soucier de ce que vit sa fille. L'autre belle-mère peut être en train de lui faire vivre, de lui faire voir de toutes les couleurs. Elle va dire, ma fille, tiens bon, tu sais, tu es déjà mariée, tu dois rester dans le foyer de ton homme, il y a ci, il y a ça. En fait, elle ne va pas se concentrer sur ce qui se passe là-bas. Mais quand il est question de son fils, Allah, elle va tout faire, elle va forcément avoir son mot à dire. Le pire, c'est quand il y a une situation. Moi, je vais vous parler, je vais toujours utiliser des exemples. Il y a une situation
Et le fils qui rentre à la maison, il rentre chez sa mère. Normalement, en tant que bonne belle-mère, tu écoutes ce que ton fils a à dire, tu écoutes ce que sa femme aussi a à dire sur la situation. Tout à fait. Et tu apportes une solution en restant la plus passive possible, impartiale. Merci pour le mot. Normalement, quand ton fils quitte sa maison et vient te voir, quelle que soit l'heure, tu dois pouvoir lui dire, mon fils, tu ne dors pas chez moi. Tu dois retourner dormir auprès de ta femme parce que vous devez régler vos problèmes là-bas. Tu ne dors pas chez moi. Mais ce que la belle-mère va faire, la belle-mère de notre siècle, elle va dresser le lit à son fils et elle va lui dire, couche-toi et dors. Son fils va rester à côté d'elle. Le lendemain matin, elle va écouter son fils et automatiquement, et comme on sait que les hommes sont très manipulateurs, il va dire des choses qui le dédouanent lui pour que sa maman puisse être, voilà, mère Paul. Ah, considère que c'est à ton fils qu'on fait du mal, considère que c'est à ton fils qu'on fait du mal. Et donc la belle-mère, elle va prendre parti automatiquement. On fait du mal à mon fils. En fait, là, on a l'impression que le côté humanisme sera éteint et cette maman va plutôt écouter et se laisser diriger par ce que son fils lui dit, au lieu de se dire que la belle-fille qui est de l'autre côté qui attend, c'est aussi ma fille. Et donc, si je ne voudrais pas qu'on fasse du mal à ma propre fille, je ne devrais pas laisser mon fils faire du mal à la fille de quelqu'un. Sauf que là, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est ça le bon sens quand même. Normalement, ça devrait être ça. C'est ça le bon sens. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Même quand il y a un conflit dans un couple, l'islam dit, le Coran dit clairement, réglez votre problème, vous deux, mari et femme. Le Coran ne dit pas va voir la maman, le Coran ne dit pas va voir le papa. Il dit réglez vous deux. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème, allez voir l'imam. Non, faites venir un de la famille de l'homme, un de la famille de la femme, et choisissez, comme l'a dit madame tout à l'heure, des gens qui sont sages pour qu'ils vous aident à résoudre le problème. Maintenant, comme vous le savez, quand on part chercher conseil, on dit que si tu as cherché ton conseiller, tu as déjà choisi le conseil. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un, quand tu pars le voir, tu sais avant ce que la personne va te dire. Oui. Mais c'est cette sagesse-là. Quand vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, mais si vous voulez rester ensemble, cherchez des personnes plus sages, proches, pour que ça soit équitable. Quand je dis proche, c'est pour que ça soit équitable. Pour que ça ne soit pas moi et ma maman contre l'autre ma personne. femme, ou bien ma femme et sa maman contre moi. Pour que ça soit équitable. Et que ce soit des gens qui s'intéressent à votre mariage. Parce que si vous allez chercher quelqu'un qui veut casser votre mariage pour venir... on lui sert sur un plateau. Vous voyez ce que ça va faire. Et je crois que c'est à ça qu'on doit retourner. Il y aura des difficultés. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés, mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent, quand il y a des difficultés, de sortir de ces difficultés et de façon juste. Ça aussi, c'est important. Ouais. Si on règle tout le temps en faveur de quelqu'un, l'autre est tout le temps frustré, mais un jour, l'autre va exploser. Naturellement. Donc, il faut régler les choses de façon juste. Quand l'homme a tort, c'est vrai qu'il semble que les hommes ont beaucoup de mal à dire pardon, mais il faut qu'on dise à l'homme, vous avez tort. Quand la femme a tort, il faut qu'on dise à la femme qu'elle a tort. Mais en ce moment, les gens peuvent rester ensemble. Ouais. Moi, j'ai été invité une fois au Burkina, c'est une anecdote. C'est un ami qui m'a dit, on a des parents qui font l'anniversaire de leur mariage, ils vous voient à la télé, puisque j'intervenais à la télé, ils tiennent à ce que tu sois là. Moi, je suis parti en pensant que c'est des jeunes. Je n'étais même pas marié à l'époque, j'étais étudiant. J'étais tout jeune. J'arrive, je vois un couple, mais ils ont même plus que l'âge de mon père. On me dit de parler de mariage. J'ai dit, mais attendez. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vois des gens qui ont fait 60 ans de mariage. Vous me voyez suffisamment fou pour venir parler de mariage. Au contraire, ils vont nous dire comment ils ont fait. Moi, la première question que j'ai posée, on nous a dit qu'il y aura des problèmes. Comment vous faites quand il y a des problèmes? Ouais. C'est le chef de famille qui prend la parole, qui dit, tu connais le fil qu'on tisse avec le coton. Il dit le mariage, c'est comme ce fil. L'homme tient un côté, la femme tient l'autre.
Il dit quand l'un tire, il faut que l'autre lâche. Sinon, ça va se couper. Et il dit, c'est comme ça, ils ont vécu. Là, quand l'homme est en colère, la femme reste dans le coin pour le laisser. Quand toute la tension sera baissée, il vient de dire à Aladji. Ce que tu as fait tout à l'heure là. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Ruth, on va Vous voyez la démarche? Monsieur Diouf a bien, voilà, juste au milieu. La démarche va être très douce. Il sera facile à l'homme de reconnaître son tort. Et ça se faisait des deux côtés. De sorte que le vieux, il m'a dit, lui, il n'a jamais appelé les parents de sa femme ou son frère, son cousin, pour dire à quelqu'un, ma femme m'a fait ça. C'est le jour-là que j'ai pris l'engagement que je ferai la même chose. Et c'est ce que je fais. Je suis marié avec ma femme. Je n'ai jamais appelé sa maman, son frère, son oncle ou ma soeur ou ma maman pour leur dire, ma femme m'a fait ça. Et je crois que c'est à ça qu'on doit aller. Il faut qu'on puisse faire un effort. On veut vivre ensemble. Il y aura des difficultés. Il faut qu'on ait des mécanismes qui nous permettent, quand il y a des difficultés, de régler autant que possible le problème nous-mêmes sans qu'une autre personne ne soit au courant qu'il y a eu des problèmes. À défaut, cherchons des sages pour nous arranger. Chercher des sages pour nous arranger la situation. Maman Suzanne, je pense quand même que vous avez été plus que sage, hein, parce que vous avez recollé tellement de couples. Aujourd'hui, on ne compte plus. Hein, où il y a beaucoup d'hommes mariés, des époux qui viennent vous raconter leurs problèmes et vous tirez quand même. Enfin, vous leur apprenez à faire le même mécanisme, tisser du coton, en lâchant un peu de l'autre côté, en serrant de l'autre côté, et ça marche plus ou moins. Mais dans la question de la cohabitation avec la belle famille, si vous devez laisser un conseil aujourd'hui, vous allez dire quoi? Je dois laisser quoi? Je n'ai pas bien entendu. Vous devez laisser un dernier mot aujourd'hui à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui. Ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, c'est que l'homme et la femme aient leur maison. C'est que l'homme et la femme aient leur maison. Et s'ils n'ont pas encore de maison, on ne les marie pas. Waouh! Oui. C'est radical, maman Suzanne. Oui, s'ils n'ont pas de maison, on ne les marie pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le pauvre a toujours tort. Non, le mariage n'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire d'adulte. Et quand on dit que le mariage est une affaire d'adulte, ça parle aussi de la poche du monsieur et de la poche de la dame. Donc aujourd'hui, quand vous n'avez pas votre propre maison pour éviter des problèmes, quand vous n'avez pas votre propre maison, on ne vous marie pas. Nous avons fait la dot à une jeune fille et son fiancé la semaine dernière. Nous attendons qu'ils trouvent leur maison pour fixer la date du mariage. Ah, sinon, ce n'est pas fait. Sinon, ça ne se fait pas. Sinon, moi, je ne marie pas. Oui, c'est aussi une solution. Oui. Franchement, quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Même si c'est radical, je suis d'accord. Tant qu'il y a solution, c'est bon. Iga? Oui, moi aussi, je vais partir sur la Bible et je vais dire que aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu ne peux pas te faire du mal, tu ne feras pas de mal à ton prochain. Lorsque tu vas t'aimer assez, tu aimeras aussi de cette même façon l'autre. Moi, je pense que le problème de la belle-fille et de la belle-mère aujourd'hui, c'est le respect. Il faut que tout le monde connaisse ses limites. Ici, je ne dois pas aller là parce qu'il y a ma belle-fille, il y a son foyer. Ouais. Il faut respecter le foyer de son enfant. Et de la même façon, la belle-fille qui est dans votre famille aussi doit savoir que là, c'est le foyer de ma belle-mère. Je suis dans sa maison. Il y a quand même quelques compromis à avoir. Donc, savoir respecter et aussi aimer assez. Voilà. Comme on dit, votre liberté commence... votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça gâte. Psychologiquement parlant, hein, parce que qu'est-ce qui emmène les gens à ne pas... Parce qu'en donnant tous ces conseils, moi je vous écoute, j'ai l'impression que c'est aussi facile que ça. Mais pourquoi les gens ont autant de difficultés à juste aller vers le concret pour pouvoir stopper les problèmes, vivre tranquillement, vivre à l'aise? Normalement, on devrait pouvoir vivre tranquillement avec tout ce que vous venez de dire. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, psychologiquement parlant, la société dans laquelle nous sommes nous formate tous. Déjà, un enfant que vous envoyez à l'école, vous l'obligez à avoir des notes, à être premier, deuxième et tout.
déjà vous êtes en train de lui mettre dans un esprit de compétition, un esprit individualiste. Vous ne pouvez pas attendre que cet enfant-là, une fois adulte, qu'il soit dans le social. Ce n'est pas possible en fait. Vous l'avez déjà appris à performer plutôt qu'appris à être humain. Donc aujourd'hui, moi, quand j'écoute les gens dire qu'on doit revenir à nos fondamentaux, je rigole en fait parce que à mon âge, je ne peux pas revenir là-dessus parce que mes fondamentaux à moi justement, c'est d'être le meilleur en fait. Et s'il faut faire un travail, c'est la génération qui est en train de naître et c'est la raison pour laquelle le Sadhguru disait si vous voulez changer une génération, il faut vous attaquer à partir des enfants qui ont de 0 à 8 ans. Alors maintenant, pour des personnes qui sont déjà dans des foyers, qui sont en train de subir, moi j'ai une philosophie de ma vie qui est très simple. Même quand j'étais très malade, je me disais toujours une chose, que tout a une fin. C'est dans ma tête, en fait. Peu importe la situation, le problème dans lequel je suis, je me dis toujours que tout a une fin. Et j'attends juste la fin. La manière dont la belle-mère est en train de te traiter, dis-toi qu'il y aura une fin, en fait. Accroche-toi fermement et ça va laisser, en fait, à un moment donné. Donc, ne te dénature pas au profit d'une personne. Parce qu'au final, si tu changes, c'est la personne plutôt qui a gagné. Ce n'est pas toi. C'est toi, tu as juste perdu. Donc, accroche-toi à tes vertus, à tes valeurs et puis fonce. Ruth? Alors, moi, je pense que comme on l'a tous dit, on est unanime, il faut déjà penser à l'autre, de se demander, est-ce que ce que je suis en train de demander à l'autre, je ferais la même chose si on me le demandait, de se poser la question, qu'est-ce que je laisse aux autres? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on garde de moi? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens pensent de moi? Et aujourd'hui, il y a des belles-mères qui oublient qu'elles ont des petits-enfants qui sont en train de voir, qui sont en train de trouver en eux des modèles, qui sont en train de se dire, d'apprendre d'eux. Et aujourd'hui, moi, si je dis que je ne veux pas vivre dans une belle famille, c'est parce que j'ai eu une très mauvaise expérience en étant enfant dans une grande famille. Et donc, il faut toujours que quand nous posons des actes, on pense à la génération qui arrive, on pense aux gens qui vont suivre et se dire, qu'est-ce que nous laissons finalement? C'est bien beau de pointer du doigt les gens, mais de se demander, et nous, qu'est-ce qu'on apporte de concret pour changer la donne? Et je pense que si on réfléchit de cette manière-là, on va trouver la solution, le meilleur moyen de pouvoir aider chacun. Et comme on l'a dit tout au long du débat, arrivé à un moment, il faut que chacun s'adapte à l'autre. Il faut qu'on trouve le juste milieu de pouvoir vivre selon nos valeurs et les valeurs de cette personne qui vient s'associer à nous. Je pense que ce sera tout pour moi. Alors, c'était le tour de table pour conclure le débat. De toute façon, le mardi prochain, on aura un autre sujet. Mais je veux lire quand même ce message. Vraiment, Suzanne, beaucoup de personnes ont apprécié vos dernières sorties. Et puis, quelqu'un a dit... je ne vois nullement dans aucun des testaments un verset qui dit que si un homme n'a pas sa propre maison, on ne doit pas le marier. Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais avec les réalités, voilà ce qui est imposé. Avec les réalités, l'Église du Nouveau Testament célèbre le mariage lorsque le comité du mariage se déplace pour aller voir la maison que vous leur montrez. Et ça, c'est notre maison. Ça peut être aussi une pièce, non? Tant que vous avez votre échelle... Normalement, ça devrait être une chambre et salon. Minimum. Normalement, oui. Parce qu'il y a des règles sur qui vit. Normalement, ça devrait être une chambre et salon parce que vous pouvez recevoir des invités et que vous ne pouvez pas les recevoir directement dans votre chambre à coucher. Maintenant, si c'est serré, vous prenez une pièce avec terrasse. Ça veut dire que moi, je peux me marier. Ah, toi, tu as une pièce et terrasse. Monsieur Diouf, 10 secondes pour votre conclusion. En fait, moi, je me dis que chacun et chacune doit simplement se mettre à la place de l'autre. Celle qu'on appelle belle-mère aujourd'hui, elle a été épouse. Qu'est-ce qu'elle voulait que son mari fasse pour elle pendant qu'elle était épouse? Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas que sa belle-mère fasse contre elle? Si elle réfléchit là-dessus, on n'aura pas de problème. La belle-fille qui parle aujourd'hui aussi, c'est elle qui deviendra belle-mère demain. Mais quand on s'assied et on trouve des règles sur lesquelles on s'entend, vous allez voir, on va oublier cette histoire de rivalité entre belle-fille et belle-mère.
En tout cas, sérieusement, merci à chacun d'avoir accepté qu'on aborde le sujet. Je crois que c'est l'un des sujets les plus piquants qu'on ait eu jusqu'ici, parce que quand il est question de belle-mère ou de belle-fille ou de beau-père et de belle-mère, enfin de beau-père ou de beau-fils, ça va toujours dans tous les sens. On ne sait pas qui va bien vivre avec qui fait quoi, qui baisse la garde, ainsi de suite. Mais moi, je veux juste dire une chose. Être belle-fille, c'est pas facile. Hein? Être beau-fils, c'est pas facile. Être belle-mère, ce n'est pas facile. Et être beau-père non plus, c'est pas facile. Pour tout le monde, c'est clairement pas facile. Alors, la seule chose à faire, c'est de trouver le moyen de cohabiter et puis la vie continue. Mais sachez une chose. Si vous ne savez pas vivre ensemble, ça va rejaillir sur l'éducation des enfants. Et en tant que beau-père ou belle-mère ou en tant que mari ou épouse, ce que vous dites, ce que vous faites devant les enfants sera ce que les enfants vont faire demain. Donc, pensez à ça et on se dit à demain mercredi. Sujet clos, officiellement. Ça, ce sujet-là, c'est un sujet trop compliqué. Non, sérieux, un sujet trop difficile. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.